Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au sommaire de cet épisode, le gouvernement ment-il sciemment ? Il faut bien distinguer la raison d'État du mensonge, ce qui est complètement distinct. La raison d'État, elle existe depuis que la politique existe. Richelieu l'a assumé. Churchill avait une belle phrase, il disait « La vérité est tellement précieuse qu'il faut la préserver par un rempart de mensonges ». C'était juste avant Fortitude et je pense qu'il avait raison. Donc personne ne questionne le fait qu'un dirigeant a la raison d'État et peut dissimuler une partie de la vérité ou même mentir pour protéger des intérêts supérieurs et stratégiques. Nous sommes d'accord. Il n'y a absolument aucun point de débat là-dessus. C'est une chose que de préserver la raison d'État, c'est une autre chose que de sciemment organiser une petite musique qui ne permet plus au peuple souverain de se faire une idée précise des événements tels qu'ils se passent. Et en seconde partie, est-ce la fin du clivage gauche-droite ? Ce que je crois, c'est que le rapport de force qu'on a connu n'existe plus. Donc, porté par des grands partis sur des logiques d'un rapport de force de deux grandes familles, je pense qu'il est terminé et que sa mort officielle est l'année 2017. Pour en parler, l'invité spécial de Martial Bild est l'ancien président de Sens Commun. Il en démissionne en 2017 après avoir évoqué la possibilité d'une plateforme avec Marion Maréchal Le Pen. C'est un ancien officier qui a passé 22 ans dans l'armée, dont 14 dans la Légion étrangère. Parmi les Républicains, c'est un des fervents combattants contre le mariage, la PMA et la GPA pour les couples homosexuels. Dans l'honneur perdu de la droite, il témoigne des trahisons successives de la droite qui ont conduit à son effacement. Dans un interview donné à nos confrères de Valeurs Actuelles, il prend position pour une rupture de sens commun avec les Républicains afin de participer à l'émergence d'une alternative crédible au bolsonarisme et au macronisme. À cet égard, il affirme que la convention de la droite de Marion Maréchal est une initiative intéressante. Courageux, il préfère la fidélité à ses idées au carriérisme politique. Je vous demande d'accueillir Christophe Billon. Merci de nous rejoindre dans ce Bistro Liberté. Merci de nous retrouver aussi, chers amis téléspectateurs, pour ce Bistro Liberté, avec bien sûr une pensée aujourd'hui pour Aurélia, Brice, Anthony et Damien, les 4 victimes du terrorisme islamiste à la préfecture de police de Paris. Une pensée sincère de l'ensemble des personnes qui sont ici autour de nous. Bonjour Christophe Billon. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venu présenter aussi votre ouvrage « L'honneur perdu de la droite » aux éditions Plomb. Vous avez été le témoin privilégié de la dernière campagne présidentielle, côté des Républicains. Et dans ce livre, vous avez cette phrase quand même implacable, « La droite est morte parce qu'elle est devenue marécageuse ». Vous dites « La droite est morte en 2017 », c'est-à-dire très clairement à la présidentielle. Vous avez fait, vous, de François Fillon, à la fois le vainqueur de la primaire de la droite. Vous l'avez, vous sauvé en organisant le rassemblement du Trocadéro à Paris. Il s'en est fallu de 400 000 voix pour que votre candidat, le vôtre, arrive au second tour. Et la réalité incontestable que vous décrivez aurait donc été tout autre si 400 000 voix s'étaient portées sur votre candidat, c'est-à-dire 200 000 de moins sur Mme Le Pen et 200 000 de plus sur M. Fillon. À 200 000 voix, vous réussissez votre pari. Et là, vous nous dites maintenant que la droite est détruite parce que vous avez raté votre pari électoral. Alors, je ne crois pas qu'elle soit détruite parce que le pari électoral n'a pas été réussi. Et je pense que finalement, il ne pouvait pas en être autrement. C'est-à-dire qu'il s'est passé des choses et effectivement, ça a mis en lumière le déshonneur de la droite et des trahisons en cascade qui sont révélatrices d'un problème de fond. Mais je crois que la défaite était inscrite et peut-être que c'est finalement un bienfait que d'avoir perdu à ce moment-là. Parce que ça faire le Trocadéro. Vous ne pouvez pas faire la manif du Trocadéro. Il ne fallait pas le donner à espérer. Parce que le Trocadéro, il y avait encore l'espoir d'un sursaut. En fait, il faut remettre les choses dans leur contexte. Lorsqu'on fait le choix de soutenir François Fillon, on s'inscrit dans une logique de gouvernement.
C'est-à-dire que moi, je ne pense pas que le théâtre va sauver mon pays. Moi, ce qui m'importe, c'est mon pays, l'avenir de mes enfants. De façon très prosaïque, comme vous l'avez dit, moi, je ne suis pas un politicien professionnel. Si je suis allé à la politique, c'est parce que j'ai estimé que l'état de mon pays nécessitait de s'engager. Donc, je l'ai fait comme j'ai pu. Donc, quand j'ai vu l'état des forces, parce que la politique, c'est un rapport de force, j'en ai déduit que pour pouvoir peser, pour pouvoir changer les choses, il fallait trouver quelqu'un capable de gouverner. Et en gouvernant, d'avoir un socle sur lequel on pouvait essayer d'infuser quelque chose. Le choix était celui de François Fillon. Ce n'est pas un choix parfait, mais encore une fois, il faut faire avec ce qu'on a et, au terme d'un long processus. Donc c'est à la fois au carrefour d'un pragmatisme et d'une volonté de tirer un bien de quelque chose qui n'était pas forcément parfait. Le Trocadéro, au moment où il y a la victoire de la primaire et ensuite quand on va voir ce déchaînement et toutes ces trahisons, le Trocadéro, c'est d'aller chercher le peuple de droite comme témoin et de lui dire « vous pouvez soutenir celui qui peut changer la donne ». Encore une fois, pas de façon parfaite. Et je pense très sincèrement qu'au lendemain du Trocadéro, il y avait encore un espoir de le qualifier au second tour. Les choix de François Fillon étaient différents. Je lui ai envoyé une note. J'en parle souvent de cette note. J'ai envoyé une note pour lui dire « je pense que les choix que vous faites de vous recentrer sur une structure de parti qui est devenue somnambulique vous perdra. Et je pense qu'on a perdu. » Donc je l'ai annoncé 15 jours après le Trocadéro, parce que j'ai bien vu que tous les réseaux qu'on avait activés s'étaient délités suite au choix qui allaient plus dans la structure partisane que sur le fond doctrinal. Donc voilà pourquoi le Trocadéro est important. Voilà pourquoi c'était important d'essayer de réussir ce pari d'un gouvernement qui puisse faire quelque chose. Et au final, je me dis que finalement, l'échec est utile parce qu'il permet de porter un constat. Alors j'ai essayé de dresser ce constat dans ce livre, de dire qu'il faut en finir avec la structure LR. LR, dans ce que veut dire LR, c'est-à-dire cette capacité à passer des alliances qui ne nous engagent pas dans la façon de gouverner. C'est ça pour moi ce que ça veut dire LR, c'est ce que voulait dire déjà UMP. Je reste sur cette notion de la droite est morte en 2017 parce qu'elle a fait, vous ajoutez, le choix du déshonneur. Et je vous cite, parce que vous avez des mots toujours très durs dans l'ouvrage, pas toujours, mais souvent très durs. Lorsque l'on a trahi sa conscience et ses principes, il devient facile de trahir les hommes et son histoire. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, est-ce que le déshonneur, le choix du déshonneur en 2017, ce n'est pas quand votre candidat, qui est le héros du Trocadéro, appelle le soir du 23 avril 2017 à 20h01 à voter pour Emmanuel Macron ? Alors, non mais effectivement, encore une fois, je pense qu'il faut acter le fait que François Fillon, c'est l'homme d'une époque, c'est l'homme d'un système, et que pour nous, il n'était pas question de trouver une Jeanne d'Arc et de dire on va l'amener à Reims, etc., parce que l'époque ne produit pas de Jeanne d'Arc. Il faut donc faire avec ce qu'on a. Greta Thunberg. En est la démonstration. Donc, le réchauffement climatique, elle finira comme elle. Donc il fallait effectivement influencer cette personne-là. Il l'a annoncé effectivement à 21h, et à 21h15, j'ai annoncé que je ne voterai pas. Officiel en plus. Tout à fait. Mais le fait de faire un choix ne signifie pas que vous idéalisez ou que vous pensez que tout est parfait. À 21h, il l'annonce. À 21h15, moi, je vais dans un autre média pour dire que je ne voterai pas pour Emmanuel Macron. Donc j'étais très libre. Donc encore une fois... Donc vous votez pour qui, du coup ? Je n'ai pas voté. En termes de courage, c'est pas... On va laisser notre invité parler, c'est ça le principe. Je ne crois pas. Hein. On verra après. On pourra le développer, mais j'ai effectivement dit que je ne voterai ni pour l'un ni pour l'autre, et j'ai effectivement voté ni pour l'un ni pour l'autre. Mais Vous avez voté pour la PM ? L'avenir des Stop. On laisse notre invité. On va le faire dans l'ordre. Donc pour revenir sur votre point, si on s'inscrivait dans une logique d'infuser, une logique capable de gouverner, il fallait le faire. On était libre, et j'ai repris ma liberté quelques minutes après cette déclaration. Alors on va quitter François Fillon. Vous le voyez encore ? Je le vois régulièrement, oui. À titre personnel, puisqu'il n'est plus du tout dans une logique, politique. Alors, mais il a des engagements, notamment auprès des chrétiens d'Orient, qui sont intéressants. Quelles sont les raisons de l'affaissement de la droite ? Un affaissement, vous dites, sans précédent, et qui n'est pas un simple accident de parcours. Et ça, tout le monde, je pense, autour de cette table, sera d'accord. Vous ciblez à la fois l'esprit de Munich des uns et la toute-puissance de ce que vous appelez l'ordre marchand. C'est ça la cible, l'ordre marchand. En fait, les deux effets sont qu'effectivement, l'ordre marchand a pu prendre pied et s'imposer, mais je crois que ça a été rendu possible parce que la droite, sur plusieurs décennies, a choisi de ne plus respecter ses principes, de ne plus assumer son héritage. En gros, elle est devenue faible dans sa façon de vouloir, et elle ne veut plus assumer ses principes et son histoire. Par conséquent, les deux conséquences sont effectivement celles que vous venez de citer. Cette impuissance à agir et le fait que l'ordre marchand règne
règne en maître. Mais c'est quoi l'ordre marchand? Alors voilà, Excusez-moi, justement, c'est le point que j'allais évoquer. Qu'est-ce que ça signifie l'ordre marchand? L'ordre marchand, pour moi, parce que je suis pour l'économie, je travaille dans une entreprise, donc je crois à l'économie, mais je ne crois pas à l'économisme, et je ne crois pas que l'expansion indéfinie du principe marchand, soit qu'aucune logique puisse lui poser des limites, soit bénéfique. Or, c'est exactement ce à quoi nous sommes confrontés. Donc je pense que les marchés doivent être régulés. Je pense qu'il faut donner une finalité à une économie. Vous n'êtes pas libéral en un mot? Je suis libéral. Si libéral, ça veut dire 3 réalités anthropologiques fondamentales qui correspondent à ma civilisation. La première, c'est que je crois à la liberté de transmettre un patrimoine, donc je crois à la propriété. Moi, je veux que mes enfants soient élevés dans un endroit qui soit l'endroit où je vais leur transmettre mes valeurs. Sans propriété, on a l'exemple, c'est le collectivisme soviétique, etc. Je ne crois pas que ça marche. Juste milieu entre les deux. Voilà, non mais pour vous dire que 3 fondamentaux, si ces 3 fondamentaux signifient être libéral, alors je le suis. Mais je vais vous les donner, vous me direz après si comme moi vous l'êtes. Je veux avoir la liberté d'avoir la propriété privée. Je veux avoir la liberté d'entreprendre, c'est-à-dire de pouvoir faire des choses, que les choses se fassent, s'améliorent, etc. Et je veux pouvoir échanger des biens, des idées, etc. Sur ces 3 points de vue, si être libre de pouvoir faire ça, c'est être libéral, je le suis. Mais si le libéralisme, ça veut dire que des logiques de marché mécanique vont réguler tout ça, alors je ne suis pas libéral. Donc je vous laisse le choix parce que les mots sont piégés. Si je vous dis je suis libéral, vous direz voilà donc la bonne raison de choisir Fillon. Je ne suis pas libéral si les marchés doivent tout réguler. Je suis libéral si on revient sur ces 3 fondamentaux qui, à mon avis, sont anthropologiques et sont le résultat de la civilisation qui m'a forgé. On poursuit. À quel prix faire revivre la droite? Parce qu'une fois qu'on dit qu'elle est morte, celle-ci est morte. Si j'ai bien compris, la droite est morte en 2017, une autre droite va revivre. Elle peut revivre. Alors c'est un peu une formule choc, parce que quand je dis que la droite est morte, je pense qu'elle ne l'est pas, et j'espère qu'elle ne le sera pas, parce qu'on vit une période où on en a vraiment besoin. Non, la droite qui est morte, c'est la droite marécageuse. Mais le titre, il fallait un titre. Plomb m'a décidé d'avoir un titre, donc j'en ai pris un. Donc je crois que cette droite marécageuse est morte. Donc après, il faut interroger le terme marécageux et interroger quelle est cette droite qui est, Dieu merci, morte. Donc pour moi, c'est ce que j'explique, c'est la droite de l'UMP, c'est-à-dire cette droite qui a bâti sa stratégie sur des alliances ponctuelles pour prendre un pouvoir qu'elle ne veut plus exercer. Donc cette droite-là, qui est la droite marécageuse, qui existe d'ailleurs, cette tentation, elle existe depuis très longtemps, c'est ce que j'évoque dans mon ouvrage. Je crois que cette droite-là, elle est morte en 2017, c'est-à-dire que LR est allé au bout de cette logique d'appareil, de combinazione, etc. Et je pense qu'il faut la précipiter, c'est-à-dire qu'il faut l'acter. Il faut dire, voilà, on est mort, qu'est-ce qu'on peut construire à partir de là? Donc c'est pas la droite qui est morte, parce que je crois qu'on en a besoin. Dimanche, là, on est vendredi, jour de diffusion, on enregistre l'émission 48 heures avant. Il y a une élection qui passe un peu inaperçue, il faut bien le dire, mais du candidat des Républicains, Christian Jacob, Julien Aubert, Guillaume Larrivé. 1, vous allez voter. 2, est-ce que vous votez pour l'un des 3? Alors je ne vais pas voter parce que, comme je vous le disais, je suis décidément... Non, mais il faut que le vote ait un sens. Non, mais il faut que le vote ait un sens. Ouais, alors effectivement, des militaires. Ça fait quelque temps que je ne vote pas parce que je ne vote pas par discipline ou par mécanisme. C'est-à-dire que mon vote veut dire quelque chose. Là, en l'occurrence, il ne voudrait absolument rien dire puisque, comme je vous le disais, je ne crois plus dans cette structure somnambulique. Donc, par conséquent, je ne vais pas participer de cette parodie, de ce jeu. Donc, je n'irai effectivement pas voter. Je l'ai dit d'ailleurs à ceux que je connais. Je pourrais voter, mais je ne le ferai pas. Et rien de positif ou de fécond sortira de ce vote. D'accord. Vous voyez bien la démarche de ce qu'on appelle la droite hors les murs. C'est toujours un terme qui ne veut pas dire grand-chose, mais on voit Marion Maréchal, on a écouté Éric Zemmour. Vous étiez, vous, à la Convention de la droite? J'étais à la Convention de la droite, oui. Donc vous étiez spectateur, acteur? Non, j'étais spectateur, on m'a invité, donc comme je suis un courtois, je me suis rendu à l'invitation. En plus, j'ai démissionné pour avoir le droit de me rendre à une invitation et pouvoir parler avec Marion, donc je l'ai fait bien volontiers. Et donc, vous avez été un des premiers à parler avec Marion Maréchal, ça vous a été reproché d'ailleurs. Oui, j'ai demandé à ce qu'on puisse effectivement parler avec Marion. Je précisais d'ailleurs que dans une démocratie, le débat et la nuance étaient importants et que interdire le débat me semble toujours dangereux. Et pourquoi pas avec Marine ? On n'est pas dans la même logique. Alors, vous le dites maintenant ou à l'époque ? Elle fait un second tour. Non, mais vous le dites maintenant ou à le moment où je l'avais prononcé ? Les deux, mon capitaine. Alors, au moment... Pas sûr qu'il soit capitaine, je ne sais plus. Non, chef de bataillon. Chef de bataillon. Mais au moment où je le disais, parce que ça s'inscrit quand même dans un jeu politique et qu'on respecte des règles, au moment où je n'avais pas cette liberté de pouvoir le dire, mais moi j'aurais beaucoup de plaisir à débattre avec Marine.
Avec Marine Le Pen, il n'y a aucun souci avec ça. Bon, voilà, qui est dit. Alors, dites-moi, faire revivre la droite, il y en a quand même encore un qui y croit, j'en ai trouvé un, c'est le Premier ministre, Édouard Philippe, parce que lui, il continue à s'en prendre 2 ans plus tard à la droite Trocadéro, qui se paie de mots, M-O-T-S, celle qui aime manier des symboles, des icônes, des grands engagements, mais qui, lorsqu'elle est confrontée au choix, est nettement moins là. C'est pas mal, hein. C'est une assez bonne description, finalement. Mais je crois qu'il se trompe. C'est pour vous, hein? Oui, non, mais je crois qu'il ne se trompe pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne sait pas la mobiliser longtemps. Donc on a des sursauts comme ça. Il y a des manifestations ou des événements où on peut la mobiliser, mais on ne sait pas la transformer en force politique. C'est ça qui doit nous interroger. Alors je pense que lorsqu'il dresse ce constat, en fait, finalement, c'est un Premier ministre qui est assez habile. Il a été habile quand il a créé l'UMP. Il est habile dans sa façon d'être Premier ministre. Il est habile dans le constat qu'il pose. Mais on diverge sur la finalité de cette affaire-là. La vraie question pour nous, c'est de savoir pourquoi cette droite qui sait se mobiliser pour faire passer des messages ne sait pas être une force politique. C'est ça la vraie question. Est-ce que cette droite que vous voulez recréer, elle a besoin d'être incarnée? Est-ce qu'il y a une personne qui doit l'incarner? Ça, c'est aussi un grand débat. On dit, oh ben non, ils disent, il faut réfléchir au programme, il faut réfléchir aux idées, puis la personne viendra. Bon, dans l'armée, c'est quand même un tout petit peu difficile. On va dire aux soldats de faire ce qu'ils veulent, et puis à un moment donné, il y a bien quelqu'un qui deviendra général. Certes, Bonaparte, mais ça arrive une fois. Vous savez comme moi que maintenant, il faut désigner plutôt les officiers qui encadrent. Donc, est-ce que vous pensez, vous, que de ce brainstorming, terme horrible, de cette grande discussion, de ce grand de cette grande réflexion, va naître un programme, puis après, on trouvera la personne, ou est-ce que vous pensez qu'il faut trouver la personne, et ensuite, eh bien, elle établira un programme, voire elle l'imposera, parce que souvent, ces programmes ont été imposés. Moi, je pense qu'au regard de notre histoire et de nos traditions, on ne peut pas ne pas avoir d'incarnation. C'est pas vrai, moi, j'y crois pas un instant. Il faut une incarnation. Le problème, c'est que je ne suis pas certain que notre période soit propice à créer des profils qui soient capables d'incarner. Regardez Macron. Vite fait bien fait. Vite fait bien fait. Mais justement, vendu. Donc, je crois que Macron... Bonux, cadeau à l'intérieur. Macron incarne l'ordre marchand, ça c'est certain. Mais si on oppose à l'ordre marchand une droite qui s'appuie sur les fondamentaux d'une civilisation, je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, on puisse trouver quelqu'un qui spontanément puisse l'incarner et dire c'est moi. D'accord, Christophe Billon. Alors, quand vous nous dites cela, c'est que vous avez vu l'état de la France en 5 ans? Vous avez vu comment la France s'effondre en 5 ans? Vous me dites que c'est dans combien de temps? C'est dans 5 ans? C'est dans 10 ans? Est-ce que j'ai le droit de le voir, cela? Je ne dis pas qu'il ne faut pas le nommer. Donnez-moi une date. Mais moi, j'aimerais pouvoir avoir une baguette magique et vous dire qu'il existe. Mais j'ai peur qu'on soit dans une période qui ne favorise pas l'émergence de personnalités comme ça. Et moi, au moment, j'aimerais que quelqu'un me désigne. Pourquoi? Parce que je crois que l'affaissement... On connaît quelqu'un qui a quand même fait un second tour contre Emmanuel Macron, ça existe. Non, mais les la grandes droite personnes... est morte, mais pas le Rassemblement national. Non, mais le fait est que cette personne n'a pas su se qualifier au 2e tour. Mais pardon, mais c'est précisément dans les périodes de l'histoire où l'histoire est en train de s'affaisser que sortent d'un coup les grandes personnes. Donc c'est précisément à ce moment-là, je rejoins Francis Bergeron là-dessus, c'est au moment où la France s'affaisse que sort Jeanne d'Arc, que sort De Gaulle, que sort Napoléon, et on peut continuer la liste. Et dans les noms que vous citez, il y a quand même un effet choc, c'est-à-dire que les événements vont plus vite que les idées et créent les personnes. Absolument. Moi, je suis désolé, je n'en vois pas aujourd'hui. Je n'en vois pas aujourd'hui. Et la personne que vous citez, je ne suis pas certain qu'elle soit capable de l'incarner. C'est parfaitement clair. Je voudrais en débattre, pour qu'elle arrive à m'en convaincre, mais j'en suis pas convaincu. L'honneur perdu de la droite, eh bien, on va poursuivre avec cette droite-là. On va trouver matière à débat tout de suite. On se retrouve dans quelques instants. Le gouvernement ment-il sciemment? On parle beaucoup de la méfiance des citoyens à l'égard des autorités publiques. L'affaire Lubrizol et l'attentat terroriste de la préfecture de Paris ont donné le sentiment que des vérités ont été cachées. Cette situation ne débouche-t-elle pas sur une question plus générale? Le gouvernement ment-il sciemment aux Français sur les attentats, sur l'environnement, mais aussi sur les retraites, la PMA-GPA? Alors, Macron menteur? Alors, on a bien entendu la question. Vous avez bien entendu la question. On va aller au plus simple. Macron menteur? Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu une manifestation dimanche dont on sait très bien que les chiffres qui ont été donnés et le traitement qui lui a été réservé témoignent qu'on n'a pas confiance dans le peuple français et qu'il faut lui donner une version. Il doit croire une version.
Et donc il y a une logique de propagande. Et je ne veux pas l'enfermer sur la logique Macron-menteur, parce que je pense que c'est plus global que Macron. Je pense qu'avant Macron, déjà, il y avait une logique où il faut effacer l'intelligence collective et faire en sorte que des technocrates soient capables de répondre à des problèmes précis. Et par conséquent, on ne peut pas dire les choses telles qu'elles se passent et on va nier des réalités un petit peu plus complexes. Donc ça, c'est un fait. Et encore une fois, il suffit de revenir à la manifestation de dimanche pour constater... Manifestation marche aux enfants contre la PMA, GPA. Et qu'on nous a effectivement menti sur ce qui s'est passé dans la rue. Menti sur les chiffres. Menti sur les chiffres, mais... On a bien vu que la une de tous les médias était déjà prête. C'est-à-dire qu'il fallait dire, finalement, vous voyez, ils ne mobilisent pas. Finalement, ce sont des gens qui sont des passéistes, qui incarnent un combat dépassé. Je pense que les chiffres réels, qui sont connus, finalement, il ne faut pas se leurrer, la préfecture le sait parfaitement, ont nécessité quelques ajustements. C'est cette espèce de logique où on caricature le réel qui, à mon avis, est dangereuse. D'abord parce qu'elle veut dire que notre démocratie est malade, et ensuite parce que ça va finir par entraîner la radicalisation des gens qui seront fatigués qu'on mente sur leur réel au quotidien. Alors Christophe Billan, c'est pas pour sous-estimer les chiffres d'une manifestation, ça n'entraîne pas quelque chose de particulièrement gravissime. Mais par contre, quand on parle de l'affaire Lubrizol, quand on parle du terroriste à la préfecture de Paris, est-ce que là, vous pensez qu'on nous ment aussi? Est-ce que c'est autrement plus grave, pardonnez-moi, que de dire qu'il y avait, au lieu de plusieurs centaines de milliers de personnes, plusieurs dizaines de milliers, même Libération a reconnu que c'était plusieurs centaines de milliers, de la réalité. Alors effectivement, je pense que le plus grave probablement est le fait que on a perdu environ 36 heures parce que la théorie officielle était de dire qu'un fou, encore une fois, avait pété les plombs, cette fois à la préfecture de police. Et je pense que très très vite, tous ceux qui ont assisté à la scène et tous ceux qui connaissaient la personne savaient qu'on n'était pas dans une logique d'un fou qui pète un câble, mais bien dans une logique d'un islamiste qui passe aux actes. Et je crois que cette volonté, si ce n'est de le retarder ou en tout cas d'imposer une vision, est particulièrement préoccupante. Et là, pour le coup, on est clairement dans un mensonge d'État. Mensonge ou en tout cas essayer jusqu'au bout de nuancer une réalité qu'il va falloir affronter. Et encore une fois, ça veut dire qu'on n'a absolument pas confiance dans la souveraineté et l'intelligence du peuple. C'est ça qui est inquiétant. On va donner la parole aux sociétaires au fur et à mesure. Ce qui est vrai, c'est que la première victime a été égorgée, ce qui signait l'acte. Et à partir de ce moment-là, c'est quand même difficile de dire que ce n'était pas un problème de comportement. Et c'était aussi difficile, d'ailleurs, peut-être de se rendre à Rodez pour aller faire un show sur les retraites dans ces conditions-là. Enfin, ça, c'est à Emmanuel Macron de le dire et aux Français de réfléchir. Pierre Marin, ça fait longtemps que vous vouliez intervenir. Vous êtes étudiant, vous êtes le fondateur de la cocarde étudiante qui ne connaît même pas une chanson de Michel Sardou. Et le dessin de Ignace, c'est Pierre Marin à la cocarde étudiante. On prône le cocard pour les menteurs. Rien que ça. C'est pas bagarreur, la cocarde. Ah bah c'est... ah bah voilà. Allez, votre point de vue. Votre point de vue, allez-y. Sur la violence en politique ou sur le... Non, je voulais revenir... sur le clivage, mais on aura le temps d'en parler sur le clivage, pendant le clivage de gauche-droite, sur ce que vous avez dit avant. Mais sur le mensonge et la vérité, le rapport en fait entre la vérité et la politique, c'est une notion qui a toujours été très relative. Alors oui, trop de vérité, trop de mensonges finit par plonger la démocratie dans une forme de cynisme et dans une forme de relativisme qui nous plonge en fait dans le régime de la démagogie. Mais néanmoins, sur la période actuelle, je pense qu'il y a trois grandes explications, ou en tout cas trois grandes raisons pour lesquelles le rapport entre la vérité et la politique est un peu affaissé. La première, c'est la surcommunication. Je pense qu'aujourd'hui, on a des politiques qui ont besoin de paraître. Et en fait, au-delà du besoin, ils ont des raisons de paraître. Vous savez, dans l'armée, on a cette phrase « esse non videri », être et ne pas paraître. Le vrai souci aujourd'hui, c'est que les réseaux sociaux et les politiques et l'ensemble des commentaires qui sont faits sur les politiques imposent au personnel politique de paraître et de contrôler tout ce qui est dit, tout ce qui est fait, même jusqu'à l'apparence d'un politique. Donc, par là, on va dissimuler, on va cacher et on arrive finalement à mentir aux gens qui nous sont là. Ensuite, on a les prises de parole intempestives de nombre de personnalités politiques, et ce gouvernement est particulièrement friand en la matière.
Madame Ndiaye, dont dans tout gouvernement normal ne serait plus ministre depuis un bail, Madame Schiappa, qui est visiblement recrutée pour ça. Donc il y a des gens qui sont faits pour prendre la parole de manière intempestive. Moi, j'en suis même venu à me demander, quand Madame Ndiaye nous a parlé du kebab, si elle n'était pas là en fait pour détourner l'attention sur d'autres polémiques, parce que ça n'avait aucun sens, même dans une phrase non préparée, ou même dans une phrase préparée, ça n'avait absolument aucun sens. Donc on est clairement dans le paraître. En tout cas, ce qui concerne la vérité. Ensuite, les deux autres points, rapidos. Ensuite, il y a des choses qui sont faites, et c'est une question aussi de rapport entre la fin et les moyens, qui sont faites pour ne pas être révélées. Je veux dire, le président de la République est presque missionné pour mentir. Quand le président de la République française dit la France ne commande pas d'assassinats ciblés contre des opposants mortels de la France, François Hollande a fini par le révéler d'ailleurs, puisqu'il a lâché ce qu'il avait sur le cœur dans un livre de Davé et l'homme à la fin de son mandat, mais il a révélé un certain nombre de choses qui avaient été démenties par tous ses prédécesseurs, qui sont démenties par son successeur. L'exemple le plus, et c'est le même, l'exemple qu'on a sur le rapport entre le politique et le mensonge, la politique et le mensonge, c'est la guerre. La guerre de 40, ça a été quelque chose. Les gens, beaucoup de Parisiens ont découvert que l'armée allemande fondait sur eux 2 jours avant la prise de Paris. Donc on est dans le mensonge, et aujourd'hui encore, dans la guerre politique qu'on est en train de vivre, je relativise la comparaison, mais dans la guerre politique qu'on est en train de vivre, évidemment que le mensonge, comme moyen, est devenu une arme parmi les autres. Et la dernière chose, et qui est assez liée, c'est qu'aujourd'hui, on a élevé les opinions au rang de vérité. Vous remarquerez que c'est quelque chose que Macron manie très très bien, c'est-à-dire que toute opinion devient une vérité. C'est-à-dire que si vous avez une opinion divergente, et ça, Marine Le Pen dont vous n'arriviez pas à prononcer le nom tout à l'heure, mais se prend souvent la remarque. Mais l'opinion de Marine Le Pen devient une contre-vérité, parce que la vérité, c'est l'opinion de Macron ou du gouvernement actuel. Et donc ça, on est dans un rapport qui est très 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 dangereux, à l'heure des fake news, à l'heure des vérités alternatives, dont on avait déjà beaucoup parlé aux États-Unis. Mais on a quelque chose qui est très 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 dangereux, et moi peut-être que c'est immoral, mais je serais très 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 prudent quant à imposer la vérité aux politiques. On poursuit. Nicolas Gauthier, vous êtes à côté de Pierre. Ce gouvernement, j'ai de quoi lui faire dire la vérité de façon hilarante. Le jour où vous avez dit que vous ne fumiez pas, eh bien ce jour-là, Ignace a continué à le faire, bien évidemment, et on rajoute. C'est le principe des artistes, c'est pas grave. Poursuivez. Non, ce qui est intéressant dans ce qui se passe, c'est que c'est pas ce gouvernement-là, mais plusieurs générations de politiques qui ont prôné la transparence comme vertu cardinale de la politique. Alors qu'on sait très bien que la politique ne se fait pas dans la transparence. Quand Charles Pasqua disait la démocratie s'arrête là où démarre la raison d'État, c'est en 86 qu'il y a eu les attentats terroristes rue de Rennes à la préfecture de police. Là, on avait vraiment affaire à un terrorisme structuré, pas comme celui auquel on a eu affaire il y a de ça quelques jours. Oui, effectivement, cette phrase avait fait scandale, mais c'est vrai que l'art de la politique, c'est aussi du secret. Parlez-en avec des gens des services, et oui, il y a des choses qu'on ne dit pas pour éviter de la panique générale. Ça va mieux, non, quand même. Alors, le mensonge... Il y a François Hollande le mensonge, oui. Oui, mais il blablate. Dans son livre, il s'est lâché et il a blablaté. Le titre trouvé par le journaliste, c'est parfait. Un président ne devrait pas dire ça. Oui, bien sûr que la France a des opérations homicides, mais ça se sait, mais ça ne se dit pas. Mais cette culture du secret, ça fonctionne quand il y a vraiment un État véritablement constitué. Alors là, on a l'impression qu'ils sont dans une communication, comme dit notre jeune ami, une communication permanente où le commentaire finit par remplacer la réalité. C'est le système qui devient fou. Et tout ça en voulant une transparence de chaque instant. Mais ce qui est absolument impossible en politique. Et le phénomène est donc plus grave que les nombreux de Français ont déjà l'impression qu'on gouverne sans eux. Et maintenant, ils ont le sentiment de plus en plus prégnant qu'on gouverne contre eux. Tout cela mis bout à bout, c'est fait que le gouvernement mente ou pas, son crédit est quand même sérieusement entamé. Et encore une fois, effectivement, c'est encore plus grave dans une période de communication permanente où c'est ce qui s'est aussi passé à la préfecture de police. On voulait avoir un avis tout de suite. Alors, il y a quand même le temps de savoir ce qui s'est vraiment passé. Ça, c'est pas aussi si bête Ndiaye peut elle le commenter en 30 secondes. Mais on veut des directions immédiates. Et ce qui fait que le système politico-médiatique finit par c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Structurellement, il est quasiment condamné à raconter des bêtises parce qu'il faut lui lire dans l'urgence. Je vous en prie. Un tout petit commentaire pour bien distinguer la raison d'État du mensonge, ce qui est complètement distinct. La raison d'État, elle existe depuis que la politique existe. Richelieu l'a assumé. Churchill avait une belle phrase, il disait « La vérité est tellement précieuse qu'il faut la préserver par un rempart de mensonges ».
C'était juste avant Fortitude, et je pense qu'il avait raison. Donc personne ne questionne le fait qu'un dirigeant a la raison d'État et peut dissimuler une partie de la vérité ou même mentir pour protéger des intérêts supérieurs et stratégiques. Nous sommes d'accord. Il n'y a absolument aucun point de débat là-dessus. C'est une chose que de préserver la raison d'État, c'est une autre chose que de sciemment organiser une petite musique qui ne permet plus au peuple souverain de se faire une idée précise des événements tels qu'ils se passent. Donc je suis d'accord avec vous, c'est pour ça que je suis plus prudent sur un incident industriel, parce qu'il faut du temps pour comprendre ce qui s'est passé. Donc on ne doit pas être dans un temps immédiat de dire quelque chose. D'accord, on n'est pas dans un temps immédiat. Quand on voit la fumée sur un centre industriel Seveso, on se doute que c'est quand même plus grave que ma voiture, dont on me dit tous les jours qu'elle pollue la planète et qu'elle tue tout le monde, donc Greta. Donc si vous laissez ma voiture, elle tue Greta, on se dit quand même que le Seveso qui brûle, ça ne devrait quand même pas être... Mais là, vous venez d'évoquer l'équilibre à trouver, c'est-à-dire entre la nécessité de comprendre ce qui se passe et de ne pas prendre des gens pour des imbéciles, leur dire « mais non, en fait, il ne se passe rien, circuler ». Donc l'équilibre, il est difficile à trouver. Ce qui est certain, c'est que la raison d'État, elle doit être sanctuarisée. Ce qui est évident aussi, c'est qu'il faut miser sur l'intelligence collective, parce que moins vous la sollicitez, et plus il y a la médiocrité globale qui émerge, et effectivement, des technocrates prendront des décisions pour tout le monde, et donc ils ne prendront pas de bonnes décisions. Alors, je vais donner la parole aux trois sociétaires qui sont ici. Et celui qui veut prendre la parole en premier, Philippe, j'ai l'impression que vous souhaitez, Philippe Ménard, qui vient de sortir un numéro de Politique Magazine. Attention, réclame le numéro d'octobre, une panne de démocratie. Et le dessin que Ignace vous a fait, si celui qui dit la vérité sera exécuté, ce gouvernement ne risque rien. On est d'accord, on est d'accord. Allez Philippe, c'est à vous. On a parlé beaucoup sur communication, vous avez entendu, et aussi un phénomène de décompétence, si j'ai bien compris. C'est vrai que par exemple dans l'affaire Le Brisol, le préfet... On manque à ceux à qui on doit la vérité. Et le vrai problème de Macron, c'est qu'on est en démocratie, et donc on a commencé par instituer un mensonge d'État qui est la prétendue souveraineté du peuple. Une fois qu'on est prisonnier de ce mensonge constitutif, à qui doit-on la vérité? À un peuple à qui on a décidé de mentir sur le fait qu'il prétendait être souverain et qu'on prétendait lui accorder sa souveraineté. Donc là, il y a une aporie de la République française qui est indépassable, et le gouvernement, par principe, ne peut que mentir. Après ça, il y a le fait, effectivement, de ne dire la vérité qu'à ceux à qui on la doit, et de ne dire que sur les sujets où il est en droit de... Et donc ça, c'est ce que vous avez appelé la raison d'État. Après ça, Macron est quand même un menteur. Quand Macron explique que le Brésil est le poumon de la planète, c'est une sottise, il le sait, mais il a besoin de frapper l'opinion. Et donc là, Macron ment, il ment objectivement. Quand il explique que la Guyane est une île, c'est juste un crétin. Mais voilà, quand il explique que le Brésil est le poumon de la planète, non, c'est pas vrai. Après ça, il y a aussi un autre mensonge, mais qui est propre au récit macronien. C'est de dire « je suis le président de tous les Français », alors qu'il est l'agent des Français riches. C'est de dire « je suis le président de la France », alors qu'en fait, il est le fourrier de l'Union européenne. Et donc ça aussi, c'est constitutif, non pas tant de la démocratie française, donc qui est le mensonge ultime, mais qui est constitutif de la manière dont Macron entend parler. Et enfin, il y a le fait que peut-on véritablement mentir à des gens qui, en fait, n'ont plus confiance ? Et c'est aussi la chose que nous révèle le Cevipof d'année en année, c'est la confiance des Français dans les politiques étant... Vous aimez ce terme affaissement, et vous avez raison, vous aimez le terme marécageux. Les journalistes aussi. Vous avez raison, les journalistes aussi, pas nous, voilà, pas les médias alternatifs. Pas journaliste. Voilà, mais lui, il est avocat, c'est pire, mais voilà. Mais Francis et moi, non. Voilà, et donc il y a en fait presque une constitution du mensonge, mais aussi presque une impossibilité en fait pratique du mensonge, puisque de toute façon, quoi que dise le gouvernement, on ne le croit plus. Oui. Dire quand bien même il dirait la vérité, ce serait foutu. Parce que la vérité, c'est Politique Magazine est présente. Si je peux me permettre, je suis entièrement d'accord avec vous. Vous avez tort, pardon, excusez-moi. Je suis entièrement d'accord avec vous, et ça rejoint ce que vous disiez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un politique, et moi je l'ai vu en pratique en l'année 2017, un politique, il est tenu de tweeter et de communiquer, non pas pour donner de l'information, ou non pas pour exprimer une idée ou une certitude ou une conviction, mais parce qu'il doit exister dans la communication. Ça, c'est une grave dérive démocratique. Et les bêtises que vous citiez sur le statut de la Guyane, etc., sont de l'ordre de toute façon, je dois dire quelque chose. Et donc, comme il faut dire quelque chose, eh bien, ce débit-là, on va obligatoirement, mécaniquement dire des bêtises. Donc ça, c'est un grave danger démocratique, parce que ça crée de la médiocrité généralisée, parce que notre intelligence collective s'affaisse, surtout si on doit gouverner. Le deuxième point où je suis d'accord avec vous, c'est qu'à force d'amalgamer les deux points, c'est-à-dire à la fois je dis des bêtises parce que je n'ai pas le choix, il faut que je communique, et en même temps je dois maintenir une désinformation, je dois maintenir une propagande sur un réel un peu fictif, tout ça fait que
le peuple qui finalement lui continue d'exister, même si on voudrait qu'il soit pas là, il est quand même là, et ben sa seule tentation c'est la radicalité ou l'insurrection, parce qu'il sait plus comment résister. Et ça, c'est à mon avis extrêmement dangereux. De tout ce qu'on dit, il faut bien garder à l'esprit que ce n'est pas sans conséquence dans la durée et que les gilets jaunes ne sont que le premier symptôme de quelque chose qui deviendra encore plus grave si on n'arrive pas sur la vérité. Et je crois que le mot vérité est le mot le plus important. On poursuit. Francis, maître. Bon, d'accord. Francis Bergeron, tous les mensonges du gouvernement sont décortiqués dans ce journal. Macron Fake News, titre Alors là, présent. je ne suis pas du tout d'accord avec ce dessin. Parce qu'il y a un mot en anglais, c'est ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est d'origine allemande. Je voulais dire justement que le mensonge, c'est quelque chose qui est rare aujourd'hui. C'est-à-dire que les outils de communication, la peur d'être mis devant son mensonge par des médias, pas forcément d'ailleurs des médias hostiles sur le principe, mais c'est le coup journalistique, c'est quelque chose qui élimine le mensonge. Le mensonge, à mon avis, il est rare aujourd'hui en politique. Le mensonge à l'état pur. Si on prend les deux exemples qui ont été donnés, auxquels j'ai donné Lubrizol, la PMA, les attentats. Lubrizol. Moi, je ne crois absolument pas au mensonge dans l'affaire Lubrizol. Lubrizol, c'est un accident industriel. J'ai une carrière qui m'a fait être confronté à des accidents industriels un certain nombre de fois. Et je sais que ces accidents industriels ont fait un arbre des causes, etc. C'est très, très compliqué de découvrir le cheminement qui a conduit à cet accident. Et d'autre part, il n'y a pas d'enjeu idéologique dans un accident industriel. Après, il faut gérer la panique des gens, il faut gérer des problèmes de pollution, il faut gérer des choses comme ça. Il faut gérer sa communication, mais il n'y a pas un enjeu. Alors, si on prend le deuxième exemple, qui est l'attentat de la préfecture de police. Là, oui, il y a des enjeux. Et là, ce que disait Christophe Bilan est très vrai, c'est qu'il y a une logique de propagande qui fait parler les gens du gouvernement et leurs amis, qui les fait parler dans une certaine direction. D'autre part, on parle dans cette affaire-là, au départ de drames personnels, après de différents ordres privés, d'intox de la fachosphère, c'est pas du mensonge, pétage de plomb. Parce que c'est toujours sous la forme de questions. C'est l'effet d'un bourrage de crâne qui est constant. C'est-à-dire que s'il y a un attentat, on va d'abord se poser la question, était-il malade mentalement ? On va se poser la question, était-il drogué ? A-t-il bien crié Allah Akbar ? A-t-il bien articulé Allah Akbar ? Parce qu'on voit en Allemagne, non, le dernier attentat qui vient d'être commis, c'est sûrement pas un islamiste, parce qu'il a juste crié 2 fois Allah, Allah. Il n'y avait pas le mot Akbar, donc ça n'est certainement pas un islamiste. Donc on a ce bourrage de crâne qui fait que face à un événement comme ça, aussitôt, on a le réflexe, ils ont le réflexe, sans vouloir mentir spécialement, mais parce que c'est passé au niveau du réflexe. D'accord, c'est ce que Vincent Arouet appelle le puissance du déni. Le dernier point, c'est celui qu'ont évoqué très bien des gens comme Xavier Hofer ou l'autre spécialiste. Bauer, exactement, c'est de dire qu'il y a une autocensure. Et ça, on l'a bien vu dans l'affaire de la préfecture de police, c'est l'autocensure qui fait qu'on voit l'islamisation, mais on n'ose pas évoquer l'islamisation parce que derrière ça, il y a les accusations, les risques, les problèmes que ça peut générer. Et ça, c'est de ça qu'on crève aujourd'hui. C'est ça qu'on souffre, et pas du mensonge politique à l'état pur comme autrefois. Il y a aussi d'autres raisons dans les cafouillages de la préfecture de police. Semble-t-il, encore Xavier Hofer, les contrôles en interne ont été, le moins qu'on puisse dire, très très légers. Donc, la préfecture est fautive, et le principe d'une grande administration, c'est qu'elle se défend toujours. Donc elle a aussi intérêt à minimiser les choses, justement pour minimiser l'erreur de jugement qui a été faite. Parce qu'en bonne logique, ce type-là aurait dû être signalé. Et il y a aussi autre chose qui s'y rajoute, c'est la peur de stigmatiser un noir et musulman. Handicapé surtout. Ça fait quand même trois. J'ai l'impression que je pense que c'est 50 ans. D'accord. Enfin, d'après ce qu'on nous dit dans la presse, ses collègues l'appelaient Bernardo. Donc le soutien au handicap était quand même assez relativement faible. Donc il pouvait quand même le dénoncer comme salafiste ou islamiste. Bon, soit dit en passant. Mais il y a une autocensure très très forte. Dans tous les milieux, dans tous les domaines. C'est vrai, à l'éducation nationale, c'est encore plus vrai.
Mais je pense que ce qui est le plus grave du constat, et je suis entièrement en phase avec ce que vous avez dit, et notamment le fait de ne pas se précipiter pour avoir des explications, parce qu'il faut du temps pour avoir des vraies explications. En revanche, ce qui me semble plus grave, c'est que le traitement qu'on en a traduit ce que moi j'appelle dans mon ouvrage l'esprit de Munich, c'est-à-dire finalement la réalité telle qu'elle commence à émerger ne nous satisfait pas, il faut donc créer une autre réalité et il faut convaincre les gens que finalement maintenant ne vous inquiétez pas, c'est une autre réalité et en clair, si on a d'ailleurs la preuve que Hitler est en train de réarmer, que Hitler sera une menace et qu'il faut l'arrêter maintenant, on va créer un environnement pour dire mais non finalement Hitler n'est pas une menace, ceux qui sont des menaces c'est ceux qui veulent la guerre, qui ne sont pas des pacifistes et qui sont au contraire des battants de guerre. Et c'est ce qu'on est en train de faire parce que évidemment qu'il faut du temps pour comprendre ce qui s'est passé, mais on sait bien que dans le modus operandi, il faut pouvoir nommer la véritable... Mais le temps, on l'a eu, ça y est, de 2015 et même avant. Mais on a bien perçu pendant 36 heures l'espoir que peut-être on pourrait encore convaincre, comme l'Afghan, que c'était juste quelqu'un qui a pété un câble. Il y avait un éditorial de la Nouvelle République le vendredi où le gars expliquait « Surtout ne nous précipitons pas ». Alors il ne disait pas d'amalgame, mais enfin on voit ce qu'il voulait dire. Il dit « Parce que ça va profiter… » À Zemmour. Oui, ça va profiter à d'autres. Donc tous les signes semblent laisser penser que ce n'est pas ça. Donc surtout ne nous précipitons pas. C'est-à-dire qu'on est bien dans le bourrage de crâne. Le bourrage de crâne a déjà eu lieu. Et dès qu'un événement se produit, on le lit à travers le prisme des outils du bourrage de crâne. Et c'est seulement après qu'on accepte d'évoquer autre chose. Et avec les deux conséquences tragiques qu'on a un petit peu évoquées, c'est-à-dire la première, c'est que si vous ne comprenez pas une menace, vous ne pouvez pas vous y opposer. C'est-à-dire que ce qui a produit la menace va se développer encore plus, et le jour où il faudra vraiment se battre, ça sera l'année 40, et le combat sera encore plus difficile et peut-être perdu. Et deuxièmement, les gens qui le vivent au quotidien et qui se disent « mais on insulte mon intelligence en me disant ça », vont finir par trouver des voies alternatives pour essayer de trouver des solutions. Et là, pour le coup, notre démocratie est vraiment en danger. Donc je pense que c'est d'une gravité extrême. Oui, Pierre, dites un mot, parce que Maître Pierre a accepté de vous donner la parole. Et bien aimable. Tout ce que vous dites est assez vrai, et c'est là où on se rend compte d'ailleurs que les réseaux sociaux et que les chaînes d'information continues, que les politiques fréquentent, et c'est bien leur droit, sont un vrai drame en fait pour penser politique et pour faire en sorte que le peuple s'intéresse aux grands sujets et puisse de lui-même réfléchir. Et ça rejoint ce que vous disiez sur le mensonge de la souveraineté, c'était vous, je crois. L'antidémocrate, c'est moi ici. Hier, je suis très vexé. Il y a une information qui est passée complètement inaperçue ce mercredi et qui, en fait, rejoint un peu notre discussion. C'est ce tweet, parmi d'autres, qu'a fait Donald Trump mercredi après-midi. Et qui est assez incroyable. Donc, il justifie la position des États-Unis en Syrie par rapport à l'attaque de la Turquie et de la Syrie actuellement, au nord de la Syrie, contre les Kurdes. Et il dit « Nous avons déjà assez menti sur les armes atomiques au Moyen-Orient. Nous avons perdu des milliers d'enfants de nos communautés. Nous n'allons pas recommencer. » C'est-à-dire que le président des États-Unis, qui est quand même... il est passablement... différent des autres, mais qui reste quand même l'homme le plus puissant du monde, a dit sur Twitter que les États-Unis avaient menti, que Dick Cheney et George Bush avaient menti en 2003. Et c'est passé complètement inaperçu. C'est-à-dire c'est un des rares cas, justement. C'est un des rares cas. C'est le grand cas du mensonge d'État. Tout le monde sait que les États-Unis ont menti. Tout le monde sait que les États-Unis ont menti. Et là, on a le représentant, le commandant en chef de ce pays qui nous dit évidemment qu'on mentait, c'est bon, on a perdu assez d'hommes. On y était pour d'autres raisons. Trump peut être réjouissant parfois. Et cela, à partir du moment où ça ne produit même plus de réaction dans la population, ou au moins dans la communauté internationale, parce que déjà tout le monde le savait, et ensuite parce qu'on n'y accorde plus tellement d'importance, dit quelque chose de la relation de la vérité dans les grandes décisions internationales, mais aussi politiquement. Autre exemple, Christophe Castaner, encore, et lui il en fait une par jour, qui arrive sur les plateaux de télé, mais il déborde, un peu comme avec l'attentat au moment d'une manifestation Gilets jaunes sur le boulevard de l'hôpital, et qui explique, mais très tranquillement, que des médecins ont été attaqués dans l'hôpital de la Salpêtrière, à Paris, et qu'ils ont été agressés, bousculés, violentés par des Gilets jaunes, ce qui a été démenti, 1, par ses services, 2, par les services des fonctionnaires hospitaliers, et 3, par les Gilets jaunes. Qui fait remonter à un moment l'information à Christophe Castaner, à part son inconscient politique, en fait, de vouloir passer l'information. Je crois que c'est un des vrais problèmes de notre temps et qu'on n'est pas prêt d'en sortir à cause de la situation actuelle sur les réseaux sociaux et sur les chaînes d'information en continu. Bon. Maître Pierre Gentillet, je ne serai jamais l'avocat de ce gouvernement, il est indéfendable. Vous êtes prêt à défendre l'indéfendable ?
Par définition, évidemment. Non, mais j'en sais rien. Écoutez, je pense qu'il faut reprendre un petit peu ce qui a été dit parce qu'on a mélangé en fait la question qui parlait sur le gouvernement et à un moment on s'est un peu étendu sur la presse. Je pense qu'il y a une distinction à faire. Alors, je parle de la presse mainstream, mais la presse ment par idéologie. Elle est comme ça. J'écoute France Info tous les matins, je me lève, je me fais violence, j'écoute France Info. Oui. Le gouvernement, c'est tout à fait différent. Le gouvernement, déjà, je suis d'accord avec vous, souvent le mensonge, on confond le mensonge et la raison d'État. Et à vrai dire, moi, en tant que citoyen français, ça ne me dérange pas que mon gouvernement mente. Si c'est pour mentir pour mes intérêts. Vous voyez, on voit ce qu'on met au-dessus du mensonge, c'est les intérêts du pays. Raison d'État. Donc en fait, c'est un faux débat, la question de savoir est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal que le gouvernement ment. À mon avis, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce que le gouvernement ment ? Je pense que dans les sujets que vous avez avancés, vous avez parlé de la PMA, vous avez parlé du terrorisme, vous avez parlé de l'affaire de la préfecture de Paris, bien sûr. Il y a une distinction à faire. Pour la PMA, le gouvernement, il ment par malice. Parce qu'en réalité, il sait très bien qu'en faisant passer la PMA, mécaniquement, juridiquement, parce qu'il y aura une discrimination entre les couples de femmes qui pourront avoir un enfant et les couples d'hommes qui ne pourront pas, et au nom du principe d'égalité qui est décliné plein de fois au niveau européen, d'égalité de traitement entre les citoyens, on passera forcément par la GPA. Et d'ailleurs, vous avez vu, dans la nuit, il y a quelques jours, en pleine nuit, un amendement pour faire introduire la GPA est passé. Alors, je veux bien que le gouvernement soit revenu dessus, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'intellectuellement, ça veut dire que philosophiquement, ça veut dire que politiquement, ces sujets sont liés et le gouvernement le sait. Et c'est pour ça qu'il ment. Il ment par malice sur ce sujet. Néanmoins, il ne ment pas que par malice. Il ment aussi par, et la question de la préfecture, enfin l'affaire de la préfecture le montre, il ment aussi par impuissance. Il ment par impuissance parce que, regardez, l'affaire de la préfecture, c'est intéressant, ça vient quelques mois après un rapport parlementaire de l'Assemblée nationale qui est trouvé par, effectivement, un député LR qui s'appelle Éric Diard. Et dans ce rapport, dont des extraits ont fuité, enfin j'ai surtout vu ça dans la presse, je ne me suis pas plongé vraiment dans le rapport, et j'ai vu les extraits de ce rapport, je veux dire, mais tout est écrit, quoi. Je veux dire, on découvre la Lune, quoi. Quand Christophe Castaner arrive, la tête enfarinée, et nous explique, je sais pas. Il a vraiment dit ça dans la commission. Il a dit, oui, il a fait l'objet d'une obligation, l'imam qui a formé le type dont je vais oublier le nom, qui a tué ces 4 personnes, l'islamiste. Harpon, merci. Eh bien, en l'occurrence, cet imam avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Et il dit, oui, effectivement, il avait fait une obligation de quitter le territoire français. Je ne sais pas en 2015, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été appliqué. Voilà, mais bien sûr qu'il le sait. Bien sûr qu'il le sait. Parce que c'est un aveu d'impuissance énorme qu'il vient de faire là. Il ne le fait pas parce qu'il n'en a pas le pouvoir, parce qu'il n'en a pas la volonté politique, parce que les gouvernements qui se sont succédés depuis 40 ans ne dirigent pas, ils gouvernent. La gouvernance, c'est un mot d'entreprise. Le gouvernant, c'est le mandataire social qui fait ça. Ceux qui dirigent, ce sont les véritables associés. C'est pas le mandataire, c'est pas le petit gouvernant. Lui, en l'occurrence, il ne peut pas parce qu'il n'a pas le pouvoir de faire ça. Parce que le politique a renoncé au pouvoir. Parce que les gouvernements, depuis 40 ans, de gauche comme de droite, et on parlera après de la question des clivages politiques, ont délégué le pouvoir volontairement. Nous nous sommes volontairement dépossédés du pouvoir vis-à-vis des institutions européennes, vis-à-vis du pouvoir financier. Et tout simplement aussi, il y a des territoires entiers où l'État a dit « ça ne me concerne plus ». On en a plein des quartiers, c'est même plus des quartiers, il faut arrêter de parler de quartiers, ça suffit. Il faut parler de villes entières qui n'appartiennent plus au contrôle, même pas républicain, ça veut rien dire ce mot en l'occurrence, mais au contrôle, à la France tout simplement, et à l'État français. On contrôle encore des quartiers. Donc le gouvernement, ici, il ment parce que s'il dit la vérité sera encore pire que le mensonge, ça sera de dire on ne peut pas. Donc Pierre, je termine. Je me coupe une seconde, juste pour terminer l'histoire. Non, mais je vous la donne. Juste pour terminer l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, Castaner précise, il faut continuer l'histoire, qu'il ne peut plus virer à coups de pompe dans le cul l'imam parce que ceci s'est marié entre-temps et a un enfant, donc c'est plus possible. Voilà. Bien sûr, mais c'est ça qui est pour abonder dans votre sens. C'est que Poursuivez. Il avance un argument qui n'en est pas un. Je veux dire, quand on l'a vu, oui, c'est pour verser la petite larme. Mais attendez, je veux dire, il est pas à la rue, cet homme. Il n'était pas à la rue. Il faisait pas l'objet il n'était pas là pour des raisons d'asile politique. Donc c'est complètement ridicule cette histoire, parce que tous les gens qui ont un enfant et une femme viennent en France, ils doivent rester en France. On marche sur la tête. C'est pire encore. La question ici, en fait, et je termine par là, c'est que le politique s'est vraiment débarrassé de son... Enfin, les politiques qui nous dirigent sont des gestionnaires et ne veulent plus exercer le pouvoir. Et en réalité, pourquoi est-ce que les gens détestent les politiques, et encore plus la presse mainstream ?
Pourquoi Et est-ce les qu'ils avocats. détestent les politiques? Peut-être. Sauf, vous connaissez la blague. Tous les Français détestent les avocats, sauf le leur. Donc ça, c'est pour remettre un peu d'ordre. J'avais une autre blague à la Bigard, c'était Ouais. moi aussi je suis un ténor du barreau, mais pas avocat. Mais je la laisse. Allez. Et donc du coup, Ah bah pour c'est Bigard, terminer, c'est Bigard. après Il ces faut mots- aussi que les téléspectateurs et la Bigard, communauté oui, mais d'entendre Bild, on est Bigard. étonné, quoi. Ah oui, bah Pour écoutez. essayer de terminer après ces Depuis mots, je qu'il pense était que le vrai campion. reproche là-dessus que les Français font aux politiques, c'est pas de mentir, c'est l'impuissance. Voilà, c'est tout. Il y a- Martial, Oui, dernier mot, et je donne la parole pour conclure à Christophe. on a tous, je pense, la même analyse sur ce sujet-là. Mais simplement, pour juste repréciser ce que disait Pierre, c'est encore pire, parce que l'obligation de quitter le territoire, il ne l'avait pas accomplie au bout de 30 jours. Mais pire encore, il avait fait un enfant après son obligation de quitter le territoire. C'est-à-dire qu'il a détourné l'immigration familiale, qui est le seul sujet d'immigration dont le gouvernement Dont on se parle pas, prive qui est le de seul. parler. Il y a eu la déclaration d'Edouard Philippe, de Buzyn, Casta et Le Drian à l'Assemblée. Ils se sont privés de parler de l'immigration familiale, qui est l'immigration la plus importante avec l'immigration étudiante aujourd'hui, et qui est en fait un peu la forêt cachée derrière l'arbre des grandes migrations de 2015. Et donc il a obtenu un droit de séjour après ne pas avoir respecté une obligation de quitter le territoire, tout en étant connu comme imam salafiste, parce qu'il a détourné le droit familial qu'aucun gouvernement, ni de gauche, ni de droite, ni Fillon, ni je ne sais qui, a voulu remettre en cause depuis 40 ans. Pire, c'est même la droite qui l'avait mis en place sous Jacques Chirac. Pour conclure, Martial Bild, si le gouvernement nous ment sciemment, on peut lui faire dire la vérité inconsciemment avec In Vino Veritas. C'est toujours ma bouteille de vin. C'est un running facile, gag, ça. comme on dit, je crois, aux États-Unis. Un running gag. Christophe Billan, la conclusion de ce débat sur communication, mensonge de l'État. Mais je pense que le point le plus important, vous l'avez évoqué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle sert avant tout à masquer notre impuissance et qu'on finit par la raisonner. Et ça me semble être le constat le plus alarmant, parce qu'effectivement, et c'est d'ailleurs, ça explique la raison pour laquelle l'UMP s'est structurée sur le fait de prendre le pouvoir sans avoir la volonté de gouverner, mais uniquement celui d'Abaris, c'est parce qu'on sait très bien qu'on a plus ce que Richelieu appelait la puissance de gouverner, c'est-à-dire cette capacité à influencer, à pouvoir faire autrement. Et l'exemple que vous venez de donner, c'est qu'on est rentré dans un espèce d'imbroglio où on se dit « je suis impuissant pour le faire ». Donc mensonge, oui, devoir la raison d'État, oui, et impuissance, c'est le constat, à mon avis, le plus terrible. On a trouvé quelqu'un pour remplacer Michael Harpon, l'assassin, le terroriste, et il ne présente aucun signe de radicalisation, dit Christophe Castaner, comme on le voit. Il mente comme il respire, c'est peut-être pour ça qu'à Rouen, on respire mal. Tout simple, voilà, tout simple. Ils mentent tous sciemment, sauf Castaner, lui, il ment inconsciemment. Voilà. Une petite... Féliciter Ignace. Là, c'est un petit hommage à la disparition du président Chirac, Édouard Philippe et Emmanuel Macron, disant « super menteur, c'était le meilleur d'entre nous ». Ça, c'est sûr. Et puis, on va terminer avec vous, avec le béret de la Légion, ça ne manquerait pas. Christophe Billan, je vais les faire courir, tous ces bonimenteurs en marche. Voilà. On se retrouve tout de suite pour la suite de cette émission avec Christophe Billan pour l'honneur perdu de la droite. Christophe Billan, on va découvrir cette rubrique intitulée Confession. Pour la réaliser, nous avons fait l'achat, coûte dispendieux même, d'une voix que nous avons achetée à TF1. Et elle va vous poser ces questions. On va donc écouter la voix. Quel fait d'actualité vous a le plus marqué en 2019 ? Je pense que le fait le plus marquant pour moi, ça a été l'incendie de Notre-Dame, parce que c'est un symbole important qui s'écroule et que j'estime qu'il est assez révélateur de l'affaissement de toute une période. Alors évidemment, il y a tout un tas d'événements politiques qui sont très importants, mais celui qui m'a vraiment marqué au sens humain du terme, c'est de voir la flèche qui s'effondre, parce que je me dis que c'est toute une époque qui est résumée dans ce qui s'est passé. Tout le monde est d'accord là-dessus ? Oui, je crois. Vous vous dites, c'est un accident ? C'est toujours là aussi, c'est une question piège. C'est un accident ? Moi, je ne commande jamais des situations que je ne connais pas. Je ne sais pas du tout si c'est un accident. Je suis quand même très surpris de cet enchaînement
de voir une cathédrale aussi vieille avec un bois qui est devenu dur comme du marbre au fil des siècles, qui s'embrase si rapidement. Donc je suis surpris et j'aimerais qu'on m'explique exactement ce qui s'est passé. Donc j'attends avec impatience qu'on nous le dise. Mais encore une fois, cet effondrement, il est symptomatique de quelque chose. Et les débats qui ont suivi l'effondrement, ils sont intéressants à deux titres. Le premier, c'est parce que ça a blessé tout un peuple. Et donc c'est bien, ça veut dire qu'un peuple réagit. Et cette mobilisation, ça c'est, j'allais dire, le côté positif. Où je me suis dit, tiens, c'est quand même intéressant que le peuple français réagisse par rapport à cet événement. Le deuxième qui m'interpelle davantage, mais là c'est plutôt dans le pessimisme, c'est que tous ces débats autour de comment désacraliser un peu et le rendre ouvert à tous les Français, penser qu'on puisse le couper de l'héritage chrétien, ça aussi, ça en dit long sur les attaques contre les fondamentaux de notre société. Voilà. Notre-Dame-la-Voix, vous avez votre réponse. Poursuivez. Quel est votre héros dans la fiction? François Fillon. Non, c'est pas de la fiction. Non, c'est pas de la fiction. Non, c'est de la fiction. Voilà, mais c'est pas de la fiction. Dans la fiction, ça serait plutôt Angelo Pardi, le hussard sur le toit. Parce que je crois que dans la période où on vit... Ça mérite une explication, hein, alors, pour ceux qui connaissent... Donc Angelo Pardi, c'est donc le personnage clé de plusieurs ouvrages, mais notamment du hussard sur le toit. Et j'apprécie chez lui cette capacité à pouvoir essayer de s'élever au-dessus de tous les miasmes pour préserver des réalités qui sont fondamentales. Et je pense que finalement, c'est une assez bonne définition de ce que devrait être la droite, c'est-à-dire cette capacité à s'élever, à préserver des fondamentaux, puis de redescendre dans les rues et d'agir dans le quotidien. Et pas simplement de rester éthéré que dans des grands principes, mais de pouvoir avoir les deux. Et je trouve que ce personnage qui refuse le siècle de manufacture et qui essaye de lui donner du sens, et notamment par du panache. Enfin, c'est peut-être mon côté un peu d'officier de Légion, mais j'aime bien le panache et je trouve qu'il a du panache et qu'il est capable de monter et de redescendre et d'agir. Et donc ça, pour moi, c'est la définition de la politique. Et j'étais à Manosque la semaine dernière. Vous êtes un homme chanceux. Eh bien, j'avais l'impression d'être à Bab el-Oued. Voilà, c'est ça le problème. Donc ça veut dire que Ça veut dire que les choses ont changé. Ah ben oui, ça ne m'a pas échappé, oui, ça c'est certain. Merci Francis. On poursuit. La personnalité avec qui vous aimeriez dîner? J'ai encore un nom. Je ne le fais pas. C'est peut-être arrivé. Christian Jacob. Non. Non, très sincèrement, Vincent Larcher. Non, ou Vincent pas, Gérard. Vincent, c'est son fils. fils. Le gros Gégé. Oui, non, ce ne serait vraiment pas les personnalités avec lesquelles j'aimerais dîner. Non, je pense que, là aussi, je vais vous surprendre, parce que ce n'est pas du tout dans le milieu politique, etc. Mais j'apprécierais beaucoup de dîner avec soit Fabien Lucchini, soit Depardieu, parce qu'eux aussi, ils ont un petit côté hussard, eux aussi, ils ont cette capacité à donner du sens. Je pense que c'est les derniers poètes qu'on peut avoir, ils sont excessifs. Fabrice Lucchini ou Gérard Depardieu? Oui. Ce serait intéressant. Il va falloir boire autre chose que de l'eau. Hein. Oui. Non, vous n'aimeriez pas. Bien sûr, évidemment. Si je pouvais appuyer sur un bouton et, comme disait, organiser un dîner, il y aurait pu avoir Éric Zemmour, mais ça, je le fais plutôt régulièrement. Donc, comme je le fais régulièrement, je n'appuie pas sur ce bouton, mais je n'arrive pas à pouvoir dîner avec Fabien Lucchini ou Gérard Depardieu, et j'aimerais beaucoup le faire. Je parlerai de Russie avec Depardieu, et je parlerai de cette espèce de peps que peut avoir Lucchini pour défendre des choses intéressantes, un angle intéressant quand il veut parler du quotidien. Voilà, vous me rajoutez pour moi Delon et Bardot et c'est gagné. Allez, on poursuit. Et si vous étiez un livre? L'honneur perdu de la droite? Non. Si j'étais un livre... C'est pas simple. Hein. Non, c'est pas simple. Non, mais c'est une voix... Ma peau au bout de mes idées. Pardon? Ma peau au bout de mes idées? Non, je pense que ça serait, l'histoire de France de Bainville qui, à mon avis, définit des fondamentaux pour moi. Bon, c'est clair. Vous voulez dire un mot de plus sur ce livre? Non, mais je pense qu'effectivement, Bainville est quelqu'un que j'apprécie. Comprendre pour agir, reprendre une histoire, avoir cette vue extrêmement synthétique de l'histoire de France et reprendre les grands points de rupture, les moments où on a pu s'affaisser, les moments où on a pu avoir peur à Manosque et les moments où quelque chose s'est mis en place pour qu'on nous vienne à nouveau maître de son destin. Donc il y a quelque chose d'intéressant. Donc oui, c'est un des livres... Voilà. Il y en a beaucoup d'autres, voilà. Mais il fallait faire un choix. Philippe Ménard, Bainville, vous êtes aux anges. Tout à fait. Une belle histoire de France. Voilà, l'histoire de France de Bainville. Tout le monde doit avoir l'histoire de France de Bainville. Tous ceux qui font des enfants qui font de l'histoire, etc. L'histoire de France de Bainville, c'est... Illustré par Job. Illustré par Job. Allez, on poursuit.
Que chantez-vous sous la douche ? Là, je vais passer pour un vieux con et un vieux réac, mais je le dis pour les jeunes, mais si je chante, ça m'arrive, ça sera Michel Sardou. Je suis désolé, mais c'est Michel Sardou. Ah oui. Ah, on s'y attendait pas. Là, on est très surpris. Et vous connaissez une chanson de Sardou, les jeunes, derrière de la cocarde étudiante ? Oui. On vous écoute ? Et d'accord. Que de la gueule, comme on dit chez moi. Allez, on poursuit. Que dira de vous la postérité ? Je ne sais pas si la postérité va dire quelque chose, mais en tout cas, ce que j'aimerais que ceux qui me connaissent puissent dire, c'est que j'ai essayé de vivre honorablement. Je me suis probablement trompé, je me suis probablement affaissé, j'ai probablement commis des erreurs, mais, et ça je le tiens du commandant de Saint-Marc, avec qui j'ai eu la chance de pouvoir discuter régulièrement, il m'avait dit, un officier du REP, il doit essayer de vivre honorablement, et il faut essayer d'apprendre ça à vos enfants, c'est ce que j'essaie de faire, j'espère réussir, c'est pas certain, mais voilà. 5 enfants ? J'en ai 5, oui. 5 garçons ? Non, une fille et 4 garçons. D'accord. Et donc j'espère qu'on pourra dire ça de moi. Je fais tout en tout cas pour, et j'essaye d'apprendre à mes enfants de l'assumer. Vous savez que la couleur de l'armée, c'est Terre de France. C'est vous qui me l'avez appris. Tout à fait. La Terre de France, c'est aussi un parfum au service de notre pays. Et notre partenaire de Bistro Liberté s'est imaginé et fabriqué en France. Il invite à la solidarité nationale, puisque 100% des bénéfices, Pierre, 100% des bénéfices sont reversés à des associations, je vais y arriver, qui aident soit les agriculteurs, soit des militaires aussi, des artisans, des écoles rurales, etc. Voilà, donc allez sur la boutique de TV Liberté, tvliberté.com, vous allez sur la boutique et vous pouvez acheter le parfum homme avec musc blanc, santal et je ne sais plus quoi, et le parfum femme avec clémentine, réglisse et plein d'autres remarquables parfums et senteurs. Voilà, allez sur la boutique de TV Liberté. Nous, on va reprendre le débat après la page de réclame. La fin du clivage gauche-droite. Le clivage gauche-droite domine encore l'univers des représentations politiques. Mais les partis politiques ont cessé d'être le moteur de la vie politique. Philosophes, stratèges ou personnalités politiques tablent désormais sur la fin de ce clivage et opposent dorénavant libéraux et antilibéraux, nationaux et mondialistes. Alors, le clivage gauche-droite, le clap de la fin. Alors, vos amis, vous avez vu les dernières images? Oui. Ah oui, c'était la manifestation du Trocadéro. TV Liberté était bien évidemment présent à cet événement pour le couvrir. Alors, est-ce que c'est la fin du clivage gauche-droite? Alors là, ça a l'air d'être un grand débat entre Marion Maréchal, elle est de droite, Marine Le Pen, elle dit ben non, que le clivage gauche-droite, il n'existe plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ce que je crois, c'est que le rapport de force qu'on a connu n'existe plus. Donc, porté par des grands partis sur des logiques d'un rapport de force de deux grandes familles, je pense qu'il est terminé et que sa mort officielle est l'année 2017. En revanche, je pense que l'identité de la droite continue d'exister. Je pense qu'il est nécessaire qu'elle existe et qu'on a en face quelque chose, je ne sais pas si le terme gauche peut le définir, mais pour moi, je pense qu'il faut s'interroger sur finalement de quoi la droite est le nom et est-ce qu'on peut l'opposer à autre chose. Moi, je crois effectivement que la droite, c'est le nom de trois choses fondamentales. C'est le nom d'un homme debout, d'un homme responsable, d'un homme qui est libre parce qu'il est responsable. C'est d'abord un repère anthropologique. La droite, dans son histoire, et avant même que le terme droite n'apparaisse en 1789, depuis Richelieu, on a un homme de droite qui est libre parce qu'il est responsable, non pas parce qu'il est capricieux, non pas parce qu'il va se battre pour avoir des droits et qu'il va conserver pour lui, mais parce qu'il est responsable de ses actes. Ça, c'est le premier, vecteur de droite très fort, un homme particulier. Le deuxième facteur de droite qui fait que je me sens de droite, c'est qu'on ne s'inscrit pas dans n'importe quelle société, on est une société qui équilibre cette liberté avec des obligations liées à la nation. Et que cet équilibre, non pas d'un contrat, mais d'un pacte,
est important et que c'est la droite qui l'a toujours porté et qu'elle doit continuer de le défendre. La troisième chose, c'est qu'on n'agit pas n'importe comment, on agit en articulant l'auctoritas et le potestas. Donc l'auctoritas, c'est-à-dire cette autorité, cette capacité à agréger, à avoir une vision de long terme. Sur le potestas, cette capacité à agir ici et maintenant pour que les choses soient meilleures. Et la droite, elle a toujours été le nom de ces trois articulations-là. Et je pense qu'aujourd'hui, ça reste important parce que face à ça, on a ce que moi j'appelle le matérialisme. Pour moi, la vraie frontière, elle est entre le fait qu'on a une civilisation qui combine des réalités très concrètes, matérielles, le besoin, etc., mais également des valeurs de civilisation, des principes où on peut articuler des vérités sur la vérité. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une civilisation. Et je crois que le rôle historique de la droite, c'est d'articuler les deux. Face à nous, on aura toujours un clan matérialiste qui autrefois était la gauche. Aujourd'hui, les lignes sont un peu plus confuses, mais on aura toujours un clan qui croit que l'homme se définit par la satiété, être repu en sécurité, ça suffira. Une société qui est une espèce de ruche ou de termitière bien organisée, j'y crois pas du tout. Et enfin, une action qui est une action, comme vous le disiez, de bonne gouvernance, qui n'est pas du tout la force politique. Donc, pour moi, le rapport de force a cessé, mais le clivage entre cette droite qui doit incarner ces trois points, face à une logique purement matérialiste qui ne s'intéresse pas à la civilisation, lui, il continue d'être très prégnant, c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui agit. Et là, je crois que le débat sera encore très important. J'ai sa parole. Messieurs, parce que ni Stéphanie, ni Constance, ni les autres ne sont venus, donc nous n'avons que des messieurs. Je vous en prie. Non, ce qui est dommage, c'est qu'on est d'accord avec lui. Donc, voilà, mais quand vous définissez la droite, j'aurais aimé que vous définissiez un peu mieux la gauche. Parce qu'on pourrait dire quand même que la droite, c'est la liberté et que la gauche, c'est l'égalité, par exemple. Ou que la droite, c'est le réel et que la gauche, c'est l'utopie. Autrement dit, anthropologiquement, il y a aussi un rapport à l'individu, au collectif, et une fois de plus, au fait que quelque chose existe et pas uniquement la puissance du rêve. Et ça, pour moi, ce clivage-là, il dure. Oui. Après ça, autrement dit, les gens peuvent se réclamer d'un parti ou d'un autre, et peut-être que les partis sont finis, et grâce à Dieu d'ailleurs, le régime des partis est la pire chose qui puisse arriver à une nation. Mais en revanche, ce genre de clivage-là existe toujours. Qu'on parle de progressistes et de conservateurs, de mondialistes et de nationalistes, on est toujours sur l'idée que les uns veulent l'avènement d'une démocratie universelle qui est censée nous rendre heureux, alors qu'on en voit les heureux effets depuis quand même quelques dizaines d'années, et que les autres veulent se recentrer sur ce qu'ils connaissent, autrement dit le précaré de la nation, dont ils vérifient qu'en fait elle les défend. Et du coup, il y a même des nationalistes de gauche, il y a des souverainistes de gauche, et après ça, il y a Jacques Attali qui explique... Les lignes sont plus confuses, c'est ce que vous disiez. Les lignes sont confuses s'il s'agit d'expliquer qu'il y a un parti politique. C'est incroyable qu'aujourd'hui, on classe les libéraux à gauche, alors que pendant 100 ans et plus... ces valeurs-là étaient considérées comme de droite. Alors, c'était la droite, c'était une droite. Parce que les libéraux ont réussi à adhérer tellement à un marché mondial qu'ils sont en train de dissoudre tout ce qui fait le quotidien. Ils sont en train d'attaquer le réel. Ils sont en train de nous expliquer qu'un être purement vagabond est un être particulièrement... Parce que la ligne de fracture, elle s'est déplacée. C'est-à-dire qu'on a été porté par un rapport où, en gros, il y avait la droite, symbole de l'autorité, celle qui frappe, qui veut une fixité dans quelque chose. Ça, c'est la gauche. C'est une fiction républicaine que d'expliquer que la droite frappe. Il n'y a que la gauche qui frappe. Même Jospin a déchaîné les chars contre les camionneurs. On est d'accord, mais n'empêche qu'il y a eu pendant très longtemps cette espèce de clivage. Or, en fait, moi, je crois que le rapport de force, il s'est modifié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ce que moi j'appelle l'ordre marchand, que j'ai essayé de définir tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a, dans des libéraux de droite, dans certains des bobos de gauche, etc., cette logique de l'homme devant aller au bout de ses envies, au bout de ses caprices, il lui faut des marchés sur lesquels il puisse consommer, se divertir. On va donc bâtir une société dans laquelle le divertissement et la consommation apporteront le bonheur à l'homme. Et donc, on n'a pas du tout la même vision. Et moi, je pense que là où il faut reconstruire une droite, et c'est une droite, effectivement, qui peut parler à tous les courants et tout ce s'appelle, c'est dire, mais de quel homme est-ce que nous parlons ? Vous parlez de la liberté, mais encore une fois, la liberté, elle a besoin qu'on lui mette un épithète. Elle a besoin qu'on puisse dire, c'est une liberté d'homme responsable. Si vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas libre. C'est parce que vous n'êtes pas de droite, surtout. Et vous n'êtes pas de droite. Non, mais exactement. La vraie liberté,
elle se fait pour des gens responsables, sinon vous allez subir vos propres envies, vos propres peurs, vos propres intérêts, et vous n'êtes pas libre. Donc la liberté qu'on me propose à travers l'ordre marchand, c'est une liberté de contrefaçon qui fera de moi l'esclave de mes envies et de mes besoins, mais absolument pas un homme libre. Donc la droite, et là elle est vraie pour tous les courants et toutes les chapelles aujourd'hui, parce que comme je le disais dans Valeurs actuelles, nous ne l'aurons pas. Marine Le Pen ne veut pas marcher sur Rome, ne veut pas mettre une chemise noire, ne veut pas brûler le Reichstag. Oui. Il faut arrêter. C'est une affirmation, calmez-vous. Aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on puisse définir, c'est au nom de quoi on peut se regrouper, quel homme on veut défendre, quelle société on veut défendre et quelle puissance politique on veut pouvoir porter. Et là, je pense qu'effectivement, la droite peut se fédérer et elle peut tenir en échec l'ordre marchand qui, lui, va fédérer des gens comme Édouard Philippe, Juppé, etc. Quand on parle de la droite, effectivement, je pense que les classifications de René Raymond sont encore assez opérantes. La droite orléaniste des étudiants de René Raymond n'a rien à voir avec la droite légitimiste, la droite bonapartiste. Mais je pense que plutôt que l'histoire de parti, c'est des questions à la base de philosophie et même de psychologie. L'homme de droite, c'est une psychologie, c'est quelqu'un qui sait qu'on ne va pas décambrer les bananes. Il a intégré de façon anthropologique le péché originel. Il sait que la société, on peut, comme je crois que c'était Camus, il disait on n'est pas là pour refaire le monde, mais au moins éviter qu'il ne se défasse. Ce qui fait que les gens de droite sont souvent, j'ai remarqué, des pessimistes joyeux. La psychologie de gauche, c'est de penser que on peut faire table rase du passé, que l'homme est une page vierge qu'on peut remplir à sa guise. C'est quelqu'un qui a une telle haine du passé qui lui fait porter tous les péchés du monde, ce qui lui permet par revers de dire « Regardez à quel point je suis une belle personne ». Mais ça, ce sont des psychologies, ce ne sont pas des partis. Le problème, effectivement, c'est trois droites. Celui qui a fini... On est plutôt dans une configuration aujourd'hui, comme disaient les Zemmour, de l'une des classes. Parce que l'union de la bourgeoisie de droite et la bourgeoisie de gauche, c'est Macron qui l'a fait. Macron est en même temps de gauche et en même temps de droite. L'union du peuple, c'est effectivement des peuples de gauche et de droite. Effectivement, pour le coup, c'est Marine Le Pen. Et je ne vois pas très bien dans cette configuration cette espèce de nécromancie consistant à ressusciter ce qu'on appelle la vraie droite, comme lorsqu'on parle de droite nationale, je ne sais pas ce que ça veut dire, il n'y a pas une droite nationale qui serait fondée à Tombouctou, la vraie droite, je ne sais pas ce que c'est. Il y a quand même une droite... Il y a évidemment une vraie droite. En fait, même Alain Soral vous l'a dit, droite des valeurs, gauche du travail. Les partis politiques, on est en train de confondre les partis politiques et la position philosophique. Il y a une position philosophique qui est de droite. Le réel existe, il faut être libre, il faut être responsable. On est inscrit dans le temps long, il y a une durée. Les gens de gauche n'aiment pas le réel parce que le réel leur donne souvent de mauvaises nouvelles. On ne peut pas projeter le présent continuellement sur le futur en considérant que c'est c'est de la psychologie, c'est de la philosophie. Après, les histoires de tambouilles politiciennes, l'union des droites, de toute façon, elle est morte dès le début des années 80. Quand la droite, qu'on disait de gouvernement ou parlementaire à l'époque, a refusé, non pas l'alliance, mais au moins un désistement, il y a une discipline républicaine à gauche. Le Front National de l'époque demandait une discipline nationale, comme la droite, ce qui lui manque... C'est ce que vous nous racontez, non, mais ce qui manque à la droite française depuis les années 80, c'est déjà une cervelle et une paire de couilles. Alors, il est vrai, on peut tenter une greffe d'organes, mais je crains qu'il y ait rejet. Parce que les gens de droite se font sur eux depuis 80. Marine a quand même peu de choses à offrir dans la configuration que vous nous proposez. Mais la médecine fait de grandes avancées aussi. Après la GPA, on peut bien faire ça aussi. Donc il y a un problème. La droite s'est suicidée elle-même, alors que moi j'ai connu une époque où Claude Labbé, le président du groupe parlementaire au RPR à l'Assemblée, était favorable à des alliances ponctuelles avec le Front, ou au moins était d'accord pour ne pas le diaboliser, de pas qu'il n'y ait pas les points Godwin en bataille. Mais dès 84-85, cette droite va se prosterner devant SOS Racisme, devant Harlem Désir, et en prenant la dialectique de la gauche, elle présuppose qu'il y a effectivement un racisme ambiant en France, et elle se livre pieds et poings liés devant la gauche. Et on n'en est pas sorti, et après ça donne des esprits brillants comme Michel Noir, et ça se finit avec Macron. D'accord. Et vous pensez que le Front National a tout fait pour tendre la main, tout le temps? Ils l'ont proposé. Alors, d'autres. Vous y étiez, Marcel. J'y étais comme observateur, oui. Mais c'est comme observateur. Mais si, réfléchissez. Non. Mais si, il y a des mensonges d'État aussi. Allez, Pierre. D'abord, un conseil, puis après je répondrai à ce qui a été dit, et il y a beaucoup de choses. D'abord, on est dans un pays, moi je suis très jeune, j'ai 23 ans,
Mais vous n'êtes pas si jeune de que ce que ça, j'en vois, On en connaît des plus jeunes que vous. Plus jeune que vous. Regardez Bardella, il est déjà député européen depuis 15 ans. Donc, Il n'est pas beaucoup plus jeune que nous, en tout cas. en plus, il n'est pas plus jeune que nous. Non, on est dans un pays qui depuis 40 ans, en tout cas ce que j'en vois et de ce que j'en apprends, vit sur un clivage fictif. J'ai l'impression, moi, quand j'écoute la télé, d'assister à des débats de schizo, où tout le monde voit un clivage gauche-droite, mais expliquez-moi la différence entre la gauche et la droite depuis 1983 dans ce pays. Patrick Buisson, le vrai clivage est aujourd'hui entre les libéraux et anti-libéraux. Il passe à l'intérieur de chaque camp, chacune des structures partisanes, même celles que vous défendez. Mais pas chez Macron, car c'est le seul qui est à l'abri de cette fracture. Il a raison, Patrick Buisson. L'ancien gourou de des droites. Voilà, c'est le problème, c'est que Patrick Buisson, il change d'idée tous les 2 ans, et j'ai plus l'impression que parfois il écrit. Il peut évoluer, c'est un homme J'ai l'impression que intelligent. parfois il écrit juste plutôt pour embêter ceux qui prennent des décisions que. Alors Jérôme Fourquet, ça va mieux. Voilà, il considère que le clivage gauche-droite n'est pas mort, mais qu'il y a la montée d'un clivage puissant, schématiquement résumé, entre les gagnants et les perdants de la mondialisation. Ben voilà. Je vais y venir, Martial. C'est gentil. Le clivage gauche-droite, donc il est de ce que j'en vois en tant que jeune, complètement factice. On a quelques nuances. Par-ci Chirac qui privatise, par-ci Jospin qui baisse le nombre d'heures de travail légal. Mais concrètement, c'est le même gouvernement. C'était l'époque de la guerre froide. Ce sont les mêmes gouvernements. Le clivage, il évolue parce que les enjeux, ils évoluent. C'est-à-dire peut-être qu'en effet, vous aviez dans vos jeunes âges la peur bleue des chars rouges et du communisme. Moi, j'ai la peur bleue de Berlin et de Washington. J'ai pas la peur bleue de Moscou, si vous voulez. Donc ça m'amuse énormément. Moi, ça m'amuse énormément. Vous êtes un militant de la cocarde étudiante. Vous êtes toujours en train de vous friter avec d'autres étudiants. J'ai l'impression que le clivage gauche-droite, il existe dans les universités. S'il n'existe pas, contre qui vous vous battez alors? Vous battez contre qui? Contre qui vous battez? On se bat. Contre qui vous battez? On se bat contre votre génération, Martial. On se bat contre les universités. Alors moi, je l'ai quitté depuis longtemps. Alors moi, je l'ai quitté. Non, mais les pépés boomers. Je suis désolé. Si je peux simplement... Profitez-en de ma génération, parce que c'est moi qui vous ai fait. Je note que Martial interrompt systématiquement les plus jeunes sur ce plateau. Oui, absolument. Je me venge. Vous notez, vous avez rien dit. Je me venge. C'est vrai que d'habitude, c'est vous. J'ai remarqué. Mais je vous pose la question. Dans la cocarde étudiante, dans les universités, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous ne rétablissez pas le clivage gauche-droite? Il y a un refus de la transmission. Vous ne faites que ça. Vous n'allez pas y venir, vous me répondez. Est-ce que dans les universités, le clivage gauche-droite, il n'existe pas? La cocarde étudiante s'est opposée à la loi LRU de Valérie Pécresse, tout comme elle s'est opposée aux différentes réformes qui ont été conduites par les gouvernements socialistes et En Marche depuis. Si vous voulez, nous on ne s'identifie pas à ce clivage-là. Moi, je m'entends très bien avec des gens qui se disent en tout cas chevènementistes, dites-le à vos militants en Nanterre, et qui ont le patron, mais là, en l'occurrence, on a affaire à des idiots utiles du libéralisme effréné que sont le NPA, qui sont des machines à perdre de toute forme de patriotisme social depuis des années. Donc ça n'a rien à voir. Je vais juste finir ce que tu disais sur la droite. Vous avez le droit. Vous avez dit que la droite, elle était morte en 2017. Elle est plutôt en soins palliatifs. Vous aviez parlé tout à l'heure d'un événement terrible, Notre-Dame, en 2019. Moi, j'ai un événement très heureux que j'ai relevé cette année, mais vraiment, j'en ai fait vraiment de beaux rêves. C'est les 8% de François-Xavier Bellamy. Je crois que ça n'a jamais autant fait avancer la droite et autant fait avancer, en tout cas, la cause patriote et nationale dans ce pays. Vraiment que depuis, peut-être, j'allais dire une très très grosse bêtise, mais je vais me retenir. Peut-être le 92 et le combat de Philippe Séguin. Je crois que ce qui s'est passé cette année, et ce qui va se passer dans 2022, parce que moi je suis quasiment persuadé qu'il n'y aura pas de candidat LR en 2022, pour 2 raisons, c'est 1, qui, pourquoi, et 2, quelle banque va prêter, parce qu'ils ne sont même pas sûrs de faire plus de 3%. Donc ce qui s'est passé, c'est l'acte fondateur, en tout cas le deuxième acte fondateur après 2017, de cette reconfiguration de la vie politique qui va se poursuivre jusqu'en 2022, et que vous le vouliez ou pas, et qu'on ait ces débats sur la droite, la gauche, qui sont des trucs, mais d'arriérés, complètement bloqués dans des... on l'a tous écrit à Martial, j'ai bien vu vos mails, vous l'avez dit, c'est nul comme débat. Moi, je vous ai trouvé un peu sévère dans la manière de parler à Martial. Oui, mais comme il est jeune, je suis indulgent. C'est l'indulgence à nos enfants. Je ne lui ai pas répondu. Mais non, la réalité, c'est que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui, c'est quelle politique pour battre ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui et depuis 40 ans, c'est-à-dire le monde de l'argent, les libéraux, comme on disait tout à l'heure, les mondialistes, ceux qui considèrent que la nation n'est plus un fait et qu'elle n'est plus le lieu de vie commun de tout un peuple qui constitue une société qui est liée par des aspects culturels, économiques. Je l'ai laissé parler. Je vais laisser Christophe Guillon lui répondre. Tous les débats sur la convention de la droite, sur des histoires de on va parler. Moi, depuis que j'ai l'âge d'entendre, et j'ai un peu de mal parfois, je ne fais qu'entendre parler. Faites un peu. Monsieur Bihan, vous avez dit des choses très très justes sur François Fillon, vous avez dit des choses très justes sur le comportement d'une partie de la droite. Monsieur Philippe, il aurait été d'ailleurs sans doute Premier ministre sous Fillon, puisque c'était à peu près les mêmes qui sont devenus ensuite à Bercy et à Matignon ministre. Bon. Mais Monsieur Philippe, il a fait quelque chose de très intelligent. Il a pensé la chose, donc il a dit le clivage est acté.
nous ne serons plus jamais en responsabilité parce que la droite ne gagne plus une élection nationale depuis 2009. Donc le clivage est acté. Moi, je pars, je travaille et je fais en sorte que mes intérêts, que mes idées soient portées au pouvoir. Faites-le. Non mais faites-le, sérieusement, c'est terrible. Je vous ai laissé parler. On va laisser Christophe Billard répondre. Ah non. J'ai encore prendre aux jeunes. Pierre Gentillet, vous avez amené un clone. Deux points par rapport à ce que vous dites. La première, c'est que quand j'ai fait une présentation du choix de Fillon, je vous ai dit justement qu'un des calculs dans ce choix et la stratégie de Sens commun, c'était justement ce que vous dites. De toute façon, il faut pouvoir influencer ce qui est influençable et qui peut gouverner. On dirait Henri Guénaud avec Sarkozy. L'infusion de l'intérieur, le premier point. Le second point, moi je pense que vous amalgamez deux choses, qui est les logiques partisanes, c'est-à-dire les logiques claniques de partis les uns contre les autres, par rapport à une identité de ce qu'est la droite par rapport à ce qu'est la gauche. Tout à l'heure, quand j'ai essayé d'évoquer mes 3 points, je pense que vous pourriez vous retrouver dans ces 3 points et je pense que beaucoup de courants de droite se retrouveraient dans ces 3 points. Mais la droite, c'est ça. Après, la structure partisane ou la structure clanique ou la structure d'appareil qui va pouvoir aller se battre contre l'ordre marchand, ce que moi j'appelle le matérialisme marchand, ultra-libéral, un peu libéral ou pas du tout libéral, peu importe. Je crois que cette ligne de fracture-là, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'on doit à votre génération quelque chose. C'est-à-dire que, non mais c'est vrai que moi je le dis, si j'ai fait le choix de ne pas juste vivre dans ma résidence secondaire en Bretagne, c'est que je ne voulais pas dire à mes enfants, effectivement j'ai juste commenté, etc. J'ai essayé d'agir. J'ai agi comme officier, j'ai agi à Sens commun, j'ai agi en prenant position dans l'incorrect. Donc je pense qu'on ne me donnera pas des leçons de tiédeur ou de greffe, etc. En revanche, j'attire votre attention sur un fait, c'est que si on est tous d'accord sur le grand triptyque de droite, cette espèce de fleur de lys de la droite, qui remonte à Richelieu encore une fois, dont 1789 n'en a pas le monopole, il vous faudra bien à un moment donné trouver une structure qui va le porter dans l'arène politique. Sinon, on restera encore dans des espèces de combats médiévaux. Ma chapelle est plus noble que la tienne. J'ai de l'antériorité, donc c'est moi qui incarne cette droite-là. Et là, je peux vous dire que c'est exactement ce que veut Macron. Macron, il a pour 40 ans. Je peux vous le dire. Allez, on laisse le Rassemblement national à 26%, c'est pas une chapelle, c'est une grosse église, là. Oui, non, mais c'est pas ça. Non, mais c'est pas ça qui compte, parce que. Pour finir, vous parlez beaucoup de cette droite qu'on dit de valeur. Effectivement, cette droite bien élevée qui va à l'église. Cette droite de Versailles, de Rambouillet, il faut voir ce qu'elle vote au second tour. Ils ont voté Macron comme évidemment. C'est vraiment. Ces gens sont à vomir. C'est à vomir à la sorte sur les parvis des églises. Ça, c'est pas recevable. C'est pas recevable de stigmatiser. C'est pas parce que vous habitez à côté de Versailles qu'il faut attaquer les Versaillais. D'une part, et puis c'est vous qui venez de la résumer à ça. Moi, la droite que je pense, elle ne se résume pas à ça. D'ailleurs, je suis très à l'aise puisque j'avais dit à François Xavier dès le début, quand il m'a annoncé qu'il irait, je lui ai dit tu perdras pour telle raison. Je l'ai marqué, je le lui ai dit, il pourra en témoigner. Je lui ai dit tu perdras pour 3 raisons. Tu ne pourras pas travailler avec Wauquiez, le PPE sera ta perte et la liste qu'on t'apposera te conduira à l'échec. Vous le racontez dans l'honneur. Donc, vous voyez, encore une fois, je suis très clair. Je ne crois pas pour autant qu'une chapelle qui irait sur un... Vous voyez, par exemple, il y a un grand débat sur le conservatisme. Est-ce que la droite, c'est le conservatisme ? Moi, je dis, Macron est un conservateur. Il veut conserver l'ordre marchand. Ce qui compte, c'est savoir ce que je veux conserver. Moi, ce que je veux conserver, c'est ma civilisation. C'est des principes fondamentaux qui articulent tout un tas de choses. Voilà ce que je veux conserver. Conserver ce qui vaut, réformer ce qu'il faut. Cet équilibre-là, c'est la droite qui l'a toujours porté dans l'histoire. Et je pense qu'on est finalement d'accord. La seule chose qu'il faut pouvoir dire, c'est comment vous allez lui donner une réalité politique. Et je peux vous dire que si on a... Je vois pas très bien ce que la droite de Louis-Philippe parce que j'ai encore Pierre Gentillet. Pardon ? Je vois pas très bien ce que la droite de Louis-Philippe et d'Adolphe-Thiers a conservé. Je suis d'accord avec vous. Si c'est massacrer les 36 000 communards... Je suis d'accord, ils ont conservé. Donc je suis d'accord, Balzac le dénonce également. C'est la gauche de Thiers qui a massacré les communards, c'est pas la droite de Louis-Philippe. C'est vrai, c'est vrai aussi. Mais c'est quand même les orléanistes. Ça, c'était le point d'histoire. Merci Philippe Conrad de revenir la prochaine fois. Il me reste Pierre Gentillet. Moi, vous avez trouvé maintenant des jeunes, plus jeunes que vous et qui j'ai au moins 10 plus que minutes, vous. là, on est d'accord. Non. Alors, je vais même vous dire, parce qu'on met... Regardez, vous voyez, on ne peut pas le montrer à la caméra, mais il reste 46 secondes et on me fait avec un flash dans les yeux, de façon à ce que je sache qu'il me reste que 46 secondes. Ok, donc très brièvement, en un quart d'heure. Écoutez, Pierre a enfoncé le premier clou du cercueil, je vais tâcher d'enfoncer le deuxième parce que c'est moi qui termine. Je pense qu'il faut qu'on arrête avec cette histoire. Déjà, je veux dire un mot en préambule, je vais vous dire un compliment et je vais vous attaquer. Je vais vous faire un compliment, je vais vous dire vraiment, vous êtes quelqu'un de courageux pour ce que vous avez fait dans Sens commun, pour vraiment le dialogue avec la droite, en tout cas avec Marion et ce que vous avez fait, tout ça c'est très bien. Mais par contre, quand je vous entends, je suis d'accord avec vous à 99%.
Vous êtes en lutte contre l'ordre marchand, vous êtes en lutte contre le monde matérialiste, contre le monde des déracinés, hein, le monde du droit, enfin le monde de l'idée, contre le monde de la chair, etc. Tout ce que vous dites me parle, vous n'avez pas besoin de parler, même pas dans votre logo, mais dans votre ethos, je me sens proche de vous. Mais je ne comprends pas que quelqu'un qui veut être dans l'action, quand Pierre vous pose la question « Qu'est-ce que vous votez au second tour de l'élection présidentielle face au monde marchand ?» vous vous abstenez. Le problème de la droite que vous représentez, si tant est que ce soit... Enfin, la droite, en tout cas, vous définissez comme telle, c'est pas ce qu'elle... C'est pas ce qu'elle dit, c'est ce que vous ne faites pas. Vous voyez, vous devriez... Là, il y avait... Enfin, pas juste comme vous, François Fillon aurait dû... mais précisément, faire péter ce clivage... enfin gauche-droite, ou en tout cas ce spectre politique, en disant au moins voter contre Emmanuel Macron, c'est tout, pas besoin de dire Marine Le Pen. Donc je trouve qu'il y a vraiment une asymétrie entre les idées que vous avez et une forme de courage politique et cette prise de position. Je vous laisserai répondre après. Maintenant, sur la question des clivages, je vais enfoncer le deuxième clou du cercueil. Je suis tout à fait d'accord avec Pierre, et on a d'ailleurs ces discussions depuis longtemps. Il faut qu'on arrête. Mais je vais être d'accord aussi avec mon voisin, une fois n'est pas coutume avec un journaliste. En l'occurrence, il faut faire une distinction. Mais merci Christophe, mais sans vous, ça ne serait jamais arrivé. Voilà. J'en suis heureux. Il faut distinguer, et ça c'est important, en fait on fait une confusion énorme. Il y a les idées politiques et il y a les politiques partisanes. Sur les politiques partisanes, j'enfonce le deuxième clou, vivement qu'on détruise LR, vivement que ce parti disparaisse. Moi aussi, 2019, c'était une bonne année, alors c'était vraiment la bonne année grâce aux 8,5% de Bellamy, l'effet Bellamy qu'on a attendu, et voilà, l'effet Bellamy c'était un effet négatif. Merci l'effet Bellamy. Donc, premier élément, le clivage politique partisan, aujourd'hui, gauche-droite n'existe plus et est en train de se reconfigurer. On le voit. Deuxième et dernier élément, parce que je sais que je dois aller vite maintenant, Martial me fait des signes depuis tout à l'heure. Oui, c'est une cabalistique. J'ai l'impression qu'il y a que Touraine qui me comprend plus maintenant. Je fais des signes, il n'y a que Touraine qui me comprend, si vous voulez. Sur le fond, il faut bien comprendre que les gens croient encore au clivage gauche-droite. Je pense qu'il y a encore des gens... La politique, c'est de la sociologie, c'est de l'électorat. Qu'est-ce que pense notre électorat ? Pas purement politiquement, philosophiquement, mais qu'est-ce qu'il pense sociologiquement ? Il y a des gens qui se disent éthiquement je suis de droite, éthiquement je suis de gauche. Donc ça existe encore. Maintenant, dans le spectre des idées politiques, penser en termes de gauche et de droite n'a plus aucun sens. Mais plus aucun sens. Ça n'en a plus en réalité depuis 30 ans. Souvenez-vous, il y a 5 ans, quand le Rassemblement national parlait, Éric Zemmour et Patrick Buisson un peu après, du LRPS ou de l'UMPS. Mais regardez, ils se sont retrouvés dans le même gouvernement, c'est Emmanuel Macron. Comment se fait-il que ces gens se retrouvent dans le même gouvernement alors qu'ils se sont affrontés pendant des dizaines d'années ? Donc ça prouve bien que la question du clivage gauche-droite, elle n'existe plus en réalité. Et je termine en répondant à votre question. Le clivage aujourd'hui, je ne sais pas si on peut dire le clivage, j'ai pas prétention, je pense que ce serait prétentieux de ma part de me dire que j'ai le clivage hyper important, le clivage magique qui va faire qu'on apportera, parce qu'un clivage c'est une grille de compréhension. Mais je pense qu'il faut voir maintenant davantage, effectivement comme le dit Patrick Buisson, entre les libéraux et les illibéraux, si ça fait plaisir aux libéraux conservateurs d'entendre ce mot, plutôt qu'anti-libéral. Bah oui, c'est pas mal. Et puis d'un côté, on peut, entre les libéraux et les illibéraux, mais aussi et en fait on va se retrouver, vous allez comprendre, entre les enracinés et les déracinés, entre le monde de la chair et le monde de l'idée, entre le monde de la nature et le monde du droit. C'est ça, en fait, le nouveau clivage qui arrive. Entre les gagnants de la mondialisation et les perdants. C'est simplifiant, mais c'est un clivage sociologique et qui explique aujourd'hui ce vers quoi on arrive. Donc, le clivage gauche-droite, il n'existe plus. Mais, et c'est pour ça que je fais un bémol à l'intervention de Pierre, peut-être que, paradoxalement, c'est en réunissant une partie de cette droite, comme vous avez essayé de le faire, mais il serait bien maintenant d'avoir une structure partisane ou de dire pour quel parti sur lequel vous allez vous greffer. En 2022, on attendra 2022. Vous, et plus largement, tous les gens qu'on a vus à la Convention de la droite, je pense que c'est avec ces gens-là qu'on peut construire justement la force qui, demain, va détruire ces déracinés, détruire les mondialisés, détruire le monde pur de l'idée et le monde du droit absolu, de l'idée kantienne. Voilà, j'ai fini. Bon, dernière réponse. Allez, vous avez... moins 5 minutes 37 pour vous exprimer. Ça va vous surprendre, mais moi je suis d'accord avec vous. Alors après, je vais revenir, je vais essayer de vous expliquer pourquoi j'ai appelé à ne voter ni pour l'un ni pour l'autre en disant je ne veux ni le chaos ni le pourrissement. Donc je qualifie Macron de logique de pourrissement et je pense que les années m'ont donné raison. Moi, je distingue deux choses. Je n'ai pas peur de trouver quelqu'un comme Marion qui incarnerait toutes les idées, et j'en ai discuté avec Marion, elle assume complètement son passé, même pas son passé, même son présent, de là où elle vient, sa famille, son nom, etc. Et ce sont des choses qui ne me font pas peur. Les thématiques qui sont portées sont les thématiques qui ne m'effraient pas. Ce qui m'effraierait, c'est que si, en 2022, ou si on s'était trompé après face à Macron, on désigne quelqu'un
qui n'ait pas la compétence technique pour poser des véritables alternatives et qui ne soit pas un Bolsonaro qui fasse n'importe quoi, nos idées seront décriblées pour les 50 prochaines années. On ne doit pas se tromper sur le porteur, et encore une fois, l'incarnation. Quelqu'un doit l'incarner, et je ne suis pas certain que cette personne-là soit en mesure. Parce que quand on m'explique qu'il faut être dans un espèce de collectivisme de gauche, avec on n'a plus le temps. C'est terminé. Pierre, on n'a plus le temps, c'est terminé. Bolsonaro, je suis d'accord. Bolsonaro n'aidera pas vos idées, croyez-moi. Il n'aidera pas vos idées. Et donc, je ne veux pas d'un Bolsonaro. Mais si Marion demain arrive à me convaincre qu'elle pourrait le faire, je suivrai Marion demain. Et un Trump excusez-moi, mais je ne suis pas convaincu que Trump... Ah bon, économiquement, ça a plutôt marché. Parce que sur la compétence, c'est ce qu'on cherche. Économiquement, il a fait ses preuves. On ne va pas comparer les États-Unis à la France. D'accord, mais c'est la figure de ce qui est en train de se passer en Syrie. Il ne peut pas me laisser accepter... Je parle de la politique intérieure, je ne parle pas de la politique. D'accord, mais c'est un tout. On ne peut pas dissocier uniquement. Sinon, on est dans l'ordre marchand. L'économie, elle s'insère dans un tout, et je ne le cautionne pas. En clair... Le fond de ce que peut porter Marine ou Marion ne me choque pas, parce que finalement, c'est ce qu'on a besoin. On a besoin de ces valeurs-là pour pouvoir changer un jour fondamentalement quelque chose. En revanche, je vais être certain que la personne qui le porte ne se plante pas, parce que si on se plante, on en a encore pour 50 ans. Voilà, le message est clair. Le message est clair. Écoutez, en tout cas, Christophe Billan, merci beaucoup de vous être prêté à ce jeu, à cette opposition des fois juvénile et moins juvénile maintenant. Merci de présenter cet ouvrage intitulé « L'honneur perdu de la droite ». C'est aux éditions Plomb. Merci aux techniciens, merci bien évidemment aux donateurs qui sont nos spectateurs de ce Bistro Liberté, les dons à TV Liberté. C'est le moyen qu'il y ait le prochain Bistro Liberté qui accueillera, je ne vous le dis pas, mais je le sais déjà. Droite, gauche, nationaliste, mondialiste, écolo, industriel. Alors on va laisser le mot de la fin à Emmanuel Macron. Je serai toujours en même temps. Et puis, tant qu'il y aura des clivages, il y aura des débats à Bistro Liberté et avec aussi du pinard. J'ai pris enfin une bouteille à la main pour faire plaisir à Ignace. Voilà, Bistro Liberté, vin pinard et saucisson. Voilà, ça continuera. On se retrouve dans 2 semaines. Merci Christophe Billan. Merci à vous. À bientôt.